Nous voici donc réunis, non pas pour la messe, mais pour une table ronde sur ce qu'est la macroéconomie liée à l'agriculture. Grosso modo, qui produit quoi, mais qui enrichit qui, surtout. Qu'est-ce qui se fait en France, parce qu'on est en France, et c'est de ça qu'on va parler, mais aussi au-delà de la France. C'est quoi l'agriculture dans la loi des marchés? Pour ce faire, on va avoir différents intervenants. Marc Dussumier, agronome, que vous avez déjà vu ce matin. On va avoir Philippe, ah, je vais pas arriver, Philippe Bourgeois, hein, qui pour Solidarité Paysan, qui va bien pouvoir parler de ce que amène l'économie mondiale à l'échelle d'une exploitation. On va avoir aussi Henri Ragon, qui est producteur laitier et qui fait partie de ces gens qui produisent pour C'est qui le patron, un circuit un peu particulier. Nous avons ensuite Guillaume Conseil, qui fait partie des Fermes du Ravillon et qui est aussi président d'une coopérative agricole bio, la COSEBI. Et Christelle Garnier, paysanne, qui est aussi impliquée dans différents formats économiques autour de la bio, dont notamment Biocop, dont elle est administratrice. Si on parle de macroéconomie, si on parle de l'inscription du monde paysan au sein d'une économie mondialisée, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Enfin, par exemple, au sein d'une Biocop ou de votre propre ferme? Eh bien, bonjour à tous. Donc, je vais déjà commencer par me présenter. Donc, je suis effectivement paysanne bio, 100% bio, sur une exploitation qui fait des céréales et aussi de la vente directe de volailles de chair en vente directe à la ferme. Mais mes céréales, j'en vends une toute petite partie sur mon exploitation, mais je confie le reste dans une coopérative qui est la COSEBI, qui est la première coopérative de céréales française 100% bio. Donc Guillaume, qui en est le président, pourra faire tout un exposé sur ça tout à l'heure. Et la COSEBI est sociétaire d'une autre coopérative, donc la coopérative Biocop. Et donc Biocop, ça ne vous a pas échappé, c'est effectivement 740 magasins répartis sur tout le territoire français. Mais ce n'est pas que ça, c'est aussi dans les adhérents, dans les sociétaires, des groupements de producteurs. Donc il y a 21 groupements de producteurs qui sont au sein de la coopérative Biocop, dont la COSEBI. Donc du coup, à ce titre, donc 21 groupements de producteurs, c'est dans les fruits et légumes, le lait, la viande, le miel et les céréales. Ça représente à peu près 3400 fermes. Et donc, du coup, les 21 groupements producteurs participent à toute la vie politique de la coopérative, donc de Biocop. En plus de ça, il y a aussi des sociétaires salariés qui participent à la vie politique. Donc, il y a les salariés qui peuvent être des salariés des services centraux, mais aussi des salariés des magasins, et les salariés de groupements de producteurs peuvent être sociétaires salariés. Et puis, il y a une autre section qui sont les associations de consommateurs. Et tout ça, ça fait la grande coopérative Biocop, donc avec plus de 1200 sociétaires, 200 adhérents. Donc il faut que tout le monde se mette autour de la table pour définir la stratégie, qu'est-ce qu'on fait, parce que l'idée c'est bien la gouvernance aux sociétaires dans une coopérative, hein, donc la gouvernance aux producteurs quand c'est une coopérative de producteurs, et là c'est la gouvernance aux sociétaires dont des producteurs. Donc ça c'est une chance inouïe quand même, c'est le seul endroit en France et peut-être en Europe et peut-être partout ailleurs où les paysans participent à la stratégie d'un groupement de réseau de distribution, quand même, quoi. Et donc alors, je dirais que Biocop, en gros, c'est donc 100% bio, pas d'OGM, la saisonnalité, c'est 100% de produits donc, de saison, pas de transport en avion, pas de travailleurs détachés, c'est 80% des produits origine France, c'est le commerce équitable. Et donc j'irai aussi là-dessus, c'est que donc Biocop existe depuis 1986. Et depuis le début, donc le commerce équitable avec les pays du Sud, c'était quelque chose de normal, donc le thé, le café, etc. Et depuis 2001, en fait, l'idée de Biocop a été de dire il faut aussi qu'on fasse du commerce équitable avec les producteurs français. Et le tout premier produit, ça a été le beurre qui a été fait avec un groupement qui s'appelle Biolait, donc qui représente aussi énormément de producteurs en France. Et en fait, depuis 2001, il y a un travail collectif entre les paysans qui font partie de Biocop pour travailler sur le commerce équitable. Et en fait, alors ça je pourrais y revenir après, mais c'est vrai que
Le commerce équitable, c'est une des réponses quand même à la rémunération du producteur. Donc au départ, il y avait un cahier des charges interne à Biocoop, et depuis 4 ans maintenant, Biocoop a décidé d'en faire un label national, enfin de participer à faire un label de commerce équitable national. Et donc avec Ethical, donc demain je crois qu'il y a Rémi qui vient, ou non, c'est Stéphane qui vient de la marque Ethical, parce qu'en fait, quand on s'est posé la question de faire un label national, on s'est rendu compte que nous, on avait notre cahier des charges interne, mais en fait, Éthicable, la marque Éthicable, vous connaissez, qui sont les produits équitables avec le Sud, avait une marque aussi qui s'appelle Paysans d'ici, et eux aussi avaient un cahier des charges de commerce équitable avec les producteurs français sous cette marque. Et en fait, quand on a décidé de faire un label national, on s'est rapproché d'eux et on s'est rendu compte qu'en étant sur des réseaux de distribution complètement différents, en ayant des producteurs différents, on s'est aperçu que nos cahiers des charges étaient hyper proches, quoi. Donc on a fait ensemble un nouveau label de commerce équitable qui s'appelle Bio Équitable en France. Tout est dit, hein, c'est bio, c'est équitable et c'est français. Et dans ce label, on a évidemment repris les techniques de commercialisation. C'est quoi le commerce équitable? Donc le commerce équitable, c'est une contractualisation sur plusieurs années. C'est le b.a.-ba, c'est pas du one shot, quoi. Voilà. C'est aussi des prix calculés à partir des coûts de production. Donc ça, c'est hyper important. Et dans les coûts de production, il y a la rémunération du producteur, mais il y a aussi les aléas climatiques. Parce qu'en fait, l'idée, c'est pas de faire l'aumône quand on a un problème climatique, c'est aussi de le mettre dans notre prix. Et puis, le troisième volet du commerce équitable, c'est une prime qui revient au groupement de producteurs pour faire des projets collectifs. C'est ce qu'on entend tous, le 1% qui revient aux producteurs. Et donc, dans ce label bioéquitable en France, on a évidemment la partie commerce, comment on fait le commerce, donc avec ce que je viens d'expliquer. Mais en fait, on est allé beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'il y a effectivement dans le référentiel un volet social. Donc dans le volet social, c'est évidemment pas de travailleurs détachés. Et il y a aussi un volet agronomique qui régit un petit peu les pratiques agronomiques pour qu'elles soient plus vertueuses. Donc on est aussi assez proche du cahier des charges de biocohérence, pour certains qui connaissent, quoi. C'est la bio plus, on va dire, avec des pratiques vertueuses pour emmener tout le monde, quoi. Voilà, ce que je peux dire, c'est que le commerce équitable, c'est une solution à tout ce qui se passe aujourd'hui. Enfin, je veux dire, toutes les revendications, c'est le revenu des agriculteurs, voilà, le revenu des paysans. Et en fait, le commerce équitable est une des solutions. Encore faut-il qu'elle soit corrélée avec ce qu'on peut appeler le marché. Et là, je suis dans le sujet. Hein. C'est qu'en fait, les paysans, même en commerce équitable, alors, dans les groupements, déjà, on ne fait pas tout notre commerce en commerce équitable. Parce que tout le monde ne vend pas tout en commerce équitable et on représente quand même pas mal de produits. Et du coup, avec le retournement de marché qui s'est passé en 2022, plus donc retournement de marché, les consommateurs qui se détournent du bio, tout ce qui a fait qui a pilonné la bio, c'est-à-dire les sans résidus de pesticides, HVE, on a fait croire aux consommateurs que c'était du bio pas cher. Enfin voilà, tout ça a fait que... Et puis la surproduction, ça, je pense que Guillaume va en parler. HVE, c'est 1 euro. HVE, c'est une cagnole, non? C'est ça? Haute valeur environnementale. Enfin bon, tout ça a fait croire aux consommateurs qu'en fait, ils pouvaient acheter du bio moins cher. Donc voilà, là, il y a un petit peu un détournement, ce qui fait que par rapport au marché, même en commerce équitable, il a fallu que les paysans fassent des efforts, en fait. Et du coup, en tout cas, ce dont on est sûr, c'est que c'est un des volets indispensables mais ça devrait être le bon commerce, en fait. Le commerce équitable, normalement, ça devrait être le commerce. Mais n'empêche que ça remet aussi en évidence un peu ce que je disais ce matin, c'est comment se positionnent les pouvoirs publics pour pouvoir aider soit en amont le producteur pour mettre quelques centimes sur le produit pour qu'il puisse être dans un marché, et comment l'État aide le client, le consommateur, pour pouvoir arbitrer et choisir ce genre de produit avec ses moyens, quoi, et pouvoir comprendre. Donc voilà, en gros... Est-ce que vous avez des moyens de pression sur les gouvernements actuellement ? On n'arrête pas, mais la pression, elle n'est pas toujours au bon endroit. Hein. On fait ce qu'on peut. Et pour avoir eu plusieurs fois des rendez-vous dans les ministères, oui, ils sont attentifs au commerce équitable. Ça, c'est un truc plus que le bio. Quand on parle de commerce équitable, ils sont plus attentifs que le bio.
Mais pour autant, aujourd'hui, comment on fait, quoi? Enfin, voilà. Donc et puis là, c'est vrai qu'en ce moment particulièrement, il y a un amalgame de toutes les, je sais pas combien de mille revendications, etc. Donc c'est vrai que tout est mélangé et on est un peu perdu, malgré tout. Oui, merci. Donc, je vais passer la parole à Guillaume Conseil, qui va pouvoir approfondir, pour le coup, cette définition autour de la COSEBI. Je vous laisse vous présenter, Guillaume. Oui. Donc, Guillaume Conseil, moi je suis agriculteur pas loin d'ici, à 15 km, à Valravillon, en bio sur 150 hectares, une ferme diversifiée. Pour donner un peu une idée, on est dans un travail de biodiversité toujours, hein, dans des démarches de progrès, donc avec de l'agroforesterie, une quinzaine d'espèces différentes, des plantes annuelles, des plantes pluriannuelles, etc. Pardon, quinzaine d'espèces d'arbres ou quinzaine d'espèces de cultures de culture. Dans les arbres, il y en a une dizaine, mais pas une quinzaine. Voilà. Et donc, on est là pour parler un petit peu de ce qu'on produit, comment on le commercialise. Et comment vous vous inscrivez dans un marché qui est mondialisé. Et comment on s'inscrit dans un marché qui est mondialisé. Donc, dans ce marché, en fait, l'idée première de la COSEBI, voilà. Donc l'intérêt étant coopérative, hein, c'est bien pour pouvoir faire ensemble ce qu'on n'est pas capable de faire seul. Et en particulier, la COSEBI, pour vous montrer un petit peu l'évolution par rapport au bio depuis une dizaine d'années, hein, où on est quasiment à x4. Donc il y a eu un vrai essor qui a été fait. Donc je pense qu'on peut circuler. Donc on a aussi un développement important des structures, du commerce. Donc on a parlé de bioéquitable, je ne vais pas en reparler parce que Christelle en a parlé. Des constructions qui suivent, où là je pourrais y venir sur le marché puisqu'on est en train de construire une usine de flocons. Voilà, donc, alors de flocons de quoi? Pourquoi? De flocons d'avoine et toutes légumineuses. Consommation humaine. Mais on commercialise, donc encore une fois, on commercialise à plusieurs coopératives bio historiques, qui sont toutes créées depuis 30 à 40 ans. Ensemble, on est dans Ferme Bio, donc ça on commercialise au niveau national. On représente à peu près 10 à 15% du marché bio, des céréales bio. Le reste est fait soit par des négoces, soit par des coopératives conventionnelles, soit en direct par les agriculteurs. Donc on est le seul réseau 100% bio à commercialiser, essentiellement, enfin pas essentiellement, mais en partie par Biocoop. La zone, à peu près 100 000 tonnes collectées. Donc l'idée de la commercialisation, c'est bien de commercialiser une origine France, de coordonner, voilà, je voulais en venir là, c'est que, en fait, pour pouvoir bien s'adapter au marché, il faut être sûr de ce qu'on va vendre et ensuite le mettre au champ en culture. Donc c'est ça notre spécificité, c'est qu'on ne collecte pas quelque chose qu'on n'a pas déjà vendu. Alors en ce moment c'est un peu particulier parce qu'on est dans une crise de surproduction, mais la philosophie, elle est bien de avoir une grosse diversité, vendre, savoir ce que le consommateur veut, savoir ce que le client transformateur, distributeur veut, et ensuite de mettre au champ ce qu'on a déjà vendu sur des contrats pluriannuels basés sur des prix qui sont en fonction du coût de revient des agriculteurs. D'accord. Ma question, elle est sur combien de temps ça se prépare ça? Pour savoir ce que vous allez mettre en culture par rapport à cette étude de marché que vous avez fait, vous savez à peu près combien de temps avant de mettre en culture? C'est juste la saison précédente? C'est 2 ans avant? C'est quoi? Il faut du temps parce que nous on essaie d'avoir sur toute la filière, donc on a aussi une station de semences. Donc on commence déjà à mettre les semences en culture, donc il faut déjà une bonne année. Ensuite, les récolter, les trier pour pouvoir ensuite les mettre au champ. Donc c'est vrai que les assolements se préparent en permanence sur 1 ou 2 ans avant, plus des contrats pluriannuels avec les clients sur 3 ans glissants. Donc on est, c'est vrai que sur quelque chose d'assez long en temps, d'assez structuré. Voilà, c'est l'intérêt, parce que j'ai une autre casquette, j'y viendrai après, sur de la filière courte. Parce que là, du coup, on voit qu'on est quelque chose, on va dire, d'assez lourd, très structuré, pour essayer justement d'organiser et de ne pas dégrader de la valeur par en bio, on est beaucoup sur des marchés de niche. Dès qu'on a trop de production, les prix s'écroulent. Donc aujourd'hui, c'est le cas. On a une surproduction extrêmement importante sur toutes les matières parce qu'on a eu un développement de l'agriculture bio qui a été très fort depuis 5 ans. Et derrière, une consommation qui n'a pas été soutenue, qui n'a pas été organisée. Et on a développé la bio sans développer la consommation. Et aujourd'hui, du coup, qui c'est qui trinque? C'est le consommateur bio.
On a des prix qui sont divisés par deux parce que, en fait, on a 2 fois en stock ce qu'il faudrait, quoi. Donc on est en position de faiblesse. Voilà. En fait, on se rend compte que plus les matières premières au champ baissent, au pays aux producteurs, il n'y a pas d'impact chez le consommateur. Aujourd'hui, si vous avez vu des baisses de prix sur les produits bio, je ne crois pas. Le blé, le prix a été plus que divisé par deux. Je ne pense pas qu'il y ait eu d'impact sur le prix au consommateur. C'est intéressant. L'indexation du prix payé par le consommateur n'est pas du tout relatif au prix de production finalement. Voilà. Donc ça, on a parlé de bioéquitable en France avec Christelle. Donc si vous avez des questions, bien sûr, il faudra les poser. Là, c'est ce que je vous disais. On est sur. Alors nous, on est une structure, ça je l'ai pas dit, mais voilà. Du coup, parler au niveau client, qu'on essaye de comprendre ce qu'il veut, et puis de s'engager sur 3 ans avec des prix qui sont basés sur les coûts de revient. Et au niveau du producteur, on est bien sûr sur 100% bio. On est sur un engagement de 5 ans aussi. Parce que le producteur, quand il vient chez nous, c'est un prolongement de la ferme. Il participe, il met du capital. Mais nous, vu la manière dont on a de gérer les assolements et gérer les contrats avec les clients, on ne peut pas avoir des producteurs dont on ne sait pas ce qu'ils vont apporter chaque année. Donc on a vraiment besoin d'un engagement sur du long terme. On apporte du conseil, on fait des rotations, bien sûr. On commercialise à peu près 45 produits différents. Donc on fait des rotations très, très longues. Et on essaye la coordination des emblavements qui est vraiment le nerf de la guerre. Qu'est-ce que c'est qu'un emblavement? L'emblavement, c'est ce que l'agriculteur va mettre au champ. Voilà. Et du coup, j'ai double casquette. Donc je vais quand même en parler un petit peu parce que ça peut revenir dans les questions, ça peut intéresser. Puis vous l'avez cité sur les fermes du Ravillon. Donc j'ai cette casquette qui est filière longue, qui représente 90% des volumes que je produis. Et puis j'ai une casquette sur la filière courte où je transforme à la ferme avec un groupe d'agriculteurs local. Des farines, des huiles, des pâtes, des graines. Des fois, on peut se poser la question de la complémentarité entre les deux. Mais là, on voit bien qu'on est sur une structure qui fait des unités de produits, on va dire, c'est des camions, quoi. On livre des camions, on va voir des big bags. Des big bags, c'est des grands sacs plastiques qui font 1 tonne. Mais on ne répond pas à une demande locale et de petits conditionnements. Donc ça, c'est pallié par beaucoup d'agriculteurs en local, avec l'avantage de la souplesse, moins de la structuration, mais on va répondre, là je vais prendre un exemple, là, on a répondu à un appel d'offres pour fournir les lentilles dans les collèges de Lyon. Bon, c'est 27 livraisons pour 1 tonne de produits, un peu plus. Donc vous voyez, c'est 30-40 kilos par livraison. Aujourd'hui, une structure sur la filière longue, elle est incapable de répondre à ce genre de choses. Donc ça, c'est laissé aux agriculteurs en local qui répondent à ces attentes. Et du coup, j'ai aussi cette casquette-là, mais qui représente peu de volume, mais qui, aujourd'hui, je pense, est une voie sur laquelle les prix ne baissent pas. Donc, une voie d'amortisseur pour l'agriculteur sur la filière longue, par rapport à la filière longue pour les prix. Et puis aussi, une voie de développement de la bio par le bouche à oreille, pour nourrir aussi. Il n'y a rien de plus frustrant pour un producteur quand on n'est pas capable de pouvoir faire manger la nourriture, ce qu'on produit à nos voisins, à nos enfants, aux écoles. Donc aujourd'hui, la filière longue ne répondait pas à ça. Christelle le fait avec ses poulets. Nous, on le fait avec les graines. On a développé ce qu'on pouvait pour y répondre, quoi. Et vous êtes organisé en groupement de producteurs en plus sur la ferme des Ravillons, je crois. Oui, c'est une structure collective aussi. Alors, ce que je crois savoir, on devait avoir aussi en même temps, enfin, on n'est pas parvenu à avoir un autre président de coopérative conventionnelle avec lequel vous collaborez sur le secteur, qui est la coopérative Innovae. Et ça, j'aimerais que vous nous parliez de cette collaboration pour savoir comment ça s'articule, parce que c'est plutôt intéressant. D'accord. C'est toujours dans le même esprit, en fait. Plus on est groupé, plus on est unis, et moins on dégrade de la valeur pour le producteur. L'objectif d'Innovae comme de Cosebi, c'est de... Alors Innovae, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais il y a un Y, j'imagine que c'est Ion, mais c'est bien d'apporter la meilleure rémunération possible à l'agriculteur, qu'il soit bio ou conventionnel. Donc aujourd'hui, Innovae produisent des produits bio. Il y a 110 Bourgogne aussi qui est dans le même cas, qui travaille avec nous. Ils n'ont pas la connaissance du marché, ils ont commencé tout petit, donc on a toujours travaillé avec eux depuis 2013, de manière à ce que tous les agriculteurs bio de Lyon soient commercialisés ensemble. On écrase comme ça un petit peu les charges, enfin on écrase les charges, c'est une manière de parler, hein, mais on est complémentaires. Après, je ne sais pas si
Non, mais par exemple, est-ce que le fait de collecter dans plusieurs coopératives qui ne sont pas forcément bio amène des différences, comme par exemple la qualité du grain qui ne va pas être exigée de la même manière dans une coopérative et dans l'autre? Est-ce que la façon d'écouler la marchandise produite va être différente? Et en quoi c'est peut-être pénalisant? Est-ce que la surproduction, par exemple, n'est pas liée aussi à ça, à cette filière qui est peut-être, je ne vais pas dire moins vertueuse, c'est pas l'idée, mais moins habituée justement au marché que vous avez exploré de façon plus approfondie? Je voudrais savoir s'il y a un lien. Non, dans l'ensemble, il y a peu de lien avec ce que vous avez dit, parce que la différence entre un agriculteur bio à Innovae, il va produire avec les mêmes cahiers des charges. Nous, on commercialise toute la production d'Innovae, donc ça va être commercialisé sur les mêmes circuits. Il va y avoir les mêmes analyses, le même contrôle. Donc, dans l'ensemble, c'est très proche. Les seules différences, c'est le projet politique qui est différent. Nous, on va passer beaucoup plus de temps à essayer de développer la bio, tandis que les COP conventionnels, leur business model, il est basé plus sur le conventionnel, les produits phyto, etc. Donc, ils passent moins de temps à développer la bio. Ils subissent plus le développement de la bio. Ils l'accompagnent du mieux qu'ils peuvent. Mais nous, c'est notre cœur de métier. Donc, on met vraiment plus de moyens à le mettre en avant que c'est la seule différence. Est-ce que, la différence fondamentale, en fait, c'est peut-être que ces coopératives répondent à un marché existant, qu'elles connaissent et qu'elles analysent, et que vous faites un peu l'inverse, finalement. Vous essayez de créer le marché par rapport à ce que vous allez produire. Oui, pour eux, c'est un segment de marché supplémentaire où il y avait en plus de la croissance. Donc, c'était pour eux impensable de ne pas y répondre. Je pense que ça satisfaisait quand même tout le monde quand le marché en avait besoin. Pour la qualité de l'eau aussi sur les zones de captage où ils ont beaucoup d'agriculteurs qui répondent. Donc les agences de l'eau, si elles sont présentes, je pense qu'elles étaient en attente de cette réponse. Et pour les consommateurs bio qui avaient besoin de produits. Donc, et les agriculteurs de chez eux qui étaient engagés chez eux et qui voulaient passer en bio. Donc tous ces gens-là, il faut quand même répondre à leurs attentes. Après, nous, on n'est pas là pour juger. En tout cas, moi, je ne suis pas là pour juger les agriculteurs conventionnels. On peut toujours déplorer les problèmes de qualité de l'eau et de santé qui peuvent être liés aux pesticides. Mais nous, ce qu'on veut, c'est surtout développer un maximum notre modèle qui soit viable pour les bio et qui réponde à une attente des consommateurs. Des stratégies qui sont malgré tout un peu différentes. Un petit peu différentes. Merci beaucoup, Guillaume Conseil. Alors maintenant, je vais donner la parole à Henri Ragon. Henri Ragon est producteur laitier et fait partie c'est un groupement, c'est une entreprise, vous allez nous expliquer ce que c'est, mais qui s'appelle C'est qui le patron, dont vous avez très certainement entendu parler. Et j'aimerais que vous nous disiez pourquoi vous êtes allé par là, est-ce que ça vous apporte déjà? Ok, alors si on peut juste passer la petite vidéo avant de commencer. Les producteurs avaient de grandes difficultés. On voulait créer un lait, nous, participer à la création d'un lait qui permettait aux producteurs de vivre de son métier. Chez moi, c'est 30 000 € de perte. On a posé une question simple, combien il manque sur un litre de lait pour qu'un producteur en vive? Eh bien, on s'est rendu compte que c'était seulement 8 centimes. Consultation auprès des consommateurs, 7000 réponses en un temps record d'une dizaine de jours, parce que le lait, oui, mais quel lait, quelle qualité, que doivent manger les vaches? C'est qui le patron? Et a signé un accord tripartite producteur, transformateur, distributeur. On a 2 nouveaux produits qui sont arrivés dans les rayons et vous pouvez voter pour 3 autres produits en ce moment sur le site internet. Merci. Alors, j'ai oublié la question, mais je vais déjà me présenter. Ragon Henri, éleveur laitier à Saint-Empuisé, donc sud de Lyon, pas très loin de Guédelon, avec mon épouse et mon neveu en GAEC, donc sur une exploitation de 200 hectares en élevage laitier principalement, un peu de cultures qui sont le maïs et les céréales. GAEC, groupement agricole d'exploitation en commun. Je pense que je vais en balancer pas mal, vous allez être riche avant la fin de la présentation.
Donc la question c'était pourquoi et le sens. Donc si je réponds là, ça va aller très vite. Donc en fait le sens, effectivement, c'est ça et c'est fondamental. C'est que moi, ça m'a redonné du sens. Et pourquoi? Et par la valeur. En fait, si moi, en tant qu'agriculteur, je ne gagne pas ma vie, je vais repartir autrement. Je vais refaire la genèse de C'est qui le patron. En fait, c'est rigolo parce qu'on a vu les agriculteurs manifester et cette vidéo là, elle date, je crois, de 2014, un truc comme ça. Je vais faire un petit rappel. En 2015, les quotas laitiers ont disparu. Et en 2014, sauf erreur de ma part, il y a eu un embargo qui a été mis sur l'Ukraine, sur les produits agricoles. Et à ce moment-là, il y avait une petite COP de la Bresse qui livrait son lait sur l'Italie. Et du coup, le marché est tombé. Donc, du jour au lendemain, sur un marché à l'époque où ils étaient rémunérés 150 € tonne ou 35 centimes le litre, c'est la même chose. Du coup, ils se sont retrouvés à 200 € tonne. Et du coup, c'était la mort subite assurée. Et là, à ce moment-là, il y a plusieurs personnes qui sont intervenues, dont notamment Nicolas Chaban. Je pense que certains d'entre vous l'ont déjà vu à la télé, on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Il s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces agriculteurs à s'en sortir et que ça ne s'arrête pas comme ça. Donc en fait, là-dessus, il a rencontré localement un directeur de Carrefour qui s'est dit aussi, il faut qu'on essaye de faire quelque chose. Et puis, il fallait aussi trouver un embouteilleur. Donc en fait, ils se sont mis d'accord ensemble sur un coin de table, ça s'est écrit comme ça au crayon de papier. Donc l'embouteilleur, c'est la laiterie de Saint-Denis-l'Hôtel, ils se sont mis d'accord sur un type de lait. Mais en fait, comment ça s'est construit? Ils ont lancé un questionnaire sur Internet en disant, en fin de compte, en partant à partir de la rémunération du producteur. C'est-à-dire que la construction du prix, elle s'est faite à l'envers. C'est ce qui est dit dans la vidéo. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui à un éleveur laitier? C'est la même question aujourd'hui, pour qu'il gagne bien sa vie. Donc à l'époque, c'était 8 centimes par rapport à ce qu'était la rémunération sur le marché. Sachant qu'un consommateur moyen, il faut le savoir, c'est à peu près 50 litres de lait par an. 50 litres de lait à 8 centimes, c'est-à-dire 4 €. Je pense que on ne peut pas dire que même si on parle beaucoup du panier de la ménagère, avec 4 € par an, le foyer va s'écrouler. Et partant du fait, après les consommateurs, ils se sont dit, nous on veut bien faire un effort, mais il faudrait aussi que l'agriculteur il fasse un effort. C'est-à-dire que c'est d'où là le questionnaire qui est passé tout à l'heure. En partant de la rémunération du producteur, on rajoute des strates. Alors est-ce que c'est un lait français? Est-ce que c'est un lait produit à partir d'aliments sans OGM? Est-ce que c'est un lait dans lequel on accepte que les animaux mangent de l'huile de palme ou pas? Est-ce qu'ils doivent accéder au pâturage? Et à chaque fois, on rajoute un prix, ce qu'avait donné à l'époque le prix du 99 centimes. Alors je dis, c'est plus d'actualité. L'avantage derrière ça, c'est que c'est pas une coopérative en fait. Enfin, si c'est une coopérative, c'est une société de consommateurs. Vous pouvez tous prendre des parts. C'est en gros, vous allez sur Internet, vous tapez société de consommateurs, vous mettez 1 € et vous êtes définitivement sociétaire. Voilà. Et en gros, moi, là où est-ce que je me suis retrouvé, c'est qu'en fait, le fait aujourd'hui d'avoir une juste rémunération et de gagner dignement de vie de mon métier, quoi. Je me réapproprie mon métier, j'ai retrouvé du sens. Ça m'a permis également d'installer mon neveu, ce qui permet de se projeter, de donner des perspectives. Et puis du sens aussi dans le sens où si je ne gagne pas ma vie, il y a des questions qu'il ne faut pas me parler. Alors, j'ai à côté de moi des collègues bio, je ne suis pas en bio, mais on peut s'entendre aussi là-dessus. C'est-à-dire qu'on ne me parlera pas de biodiversité, on ne me parlera pas d'environnement, on ne parlera pas... Enfin, on peut m'en parler, mais en même temps, si derrière, on ne me respecte pas et que je suis la variable d'ajustement et que le 15 du mois, je ne sais pas comment je vais faire pour aller équilibrer mes charges au 30, c'est pas possible. Alors que là, aujourd'hui, on se réapproprie son métier, il y a des questions qu'on se pose. À titre d'exemple, j'étais président d'une organisation de producteurs et via justement C'est qui le patron, on s'est engagé, 100% des producteurs ont fait leur diagnostic carbone. C'est-à-dire on a mesuré notre impact environnement, cap de zère, alors je ne sais pas ce que ça veut dire, hein. Bref, peu importe. L'objectif, c'est de faire l'état des lieux. Et après cet état des lieux, c'était de se comparer un peu les uns aux autres en disant pourquoi mon voisin est meilleur, pourquoi moi je suis moins bon, et d'essayer de s'améliorer et de se donner un point à date au bout de 5 ans,
de se dire où est-ce qu'on en est qu'on a évolué. Enfin voilà, c'est un peu le sens de la démarche. Et même aujourd'hui, j'ai vu là qu'il y avait le CPIE à l'entrée. Je suis aussi sur un projet de plantation de haies. Alors, et de plantation et de régénération. C'est faire un plan global de l'exploitation, voir comment on peut améliorer les choses. Mais toutes ces choses-là ne sont possibles que si derrière on a une juste rémunération. Il faut savoir effectivement aussi qu'il n'y a pas de publicité. C'est-à-dire que la seule promotion qui est faite, c'est par nous les éleveurs. Je fais beaucoup d'animations au niveau des grandes surfaces et ça, moi, j'ai trouvé ça très enrichissant. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui parlent à notre place. Et franchement, dans un sens comme dans l'autre, d'ailleurs, il y a des gens qui parlent à la place des consommateurs, il y a des gens qui parlent à la place des éleveurs. Et des fois, c'est vrai que c'est gênant aussi parce qu'il y a des questions qui peuvent être provocantes ou dérangeantes. Mais au moins, on a le face-à-face et ça se passe toujours bien. Voilà. Et puis après, la question qui revient aussi souvent, c'est est-ce que véritablement l'argent que nous, on va mettre dans cette brique de lait, elle revient au producteur? Alors, il faut savoir que nous, il y a Veritas qui va vérifier ça. Ils vont vérifier deux choses. Ils vont vérifier que moi, en tant que producteur, je respecte le cahier des charges que vous avez souhaité obtenir et que l'industriel, la laiterie de Saint-Denis de l'Hôtel, reverse bien l'argent que le consommateur a consenti à mettre au producteur. Et ça, moi, chaque semaine, on sait exactement le nombre de litres de lait qui sont vendus. En gros, pour savoir... À titre d'exemple, moi sur ma paye de lait, j'ai 40% de mon volume de lait qui est dit équitable. Enfin, c'est qui le patron, il y a d'autres démarches aussi. On est à peu près 200 producteurs engagés dans la démarche. Là pour Lyon, je crois qu'il y a en gros une vingtaine d'exploitations. Je fais la différence entre exploitation et unité. Enfin, en gros, vingtaine d'exploitations, c'est quand même 40 foyers derrière. Voilà. Bon, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Bah, si, c'est déjà une grosse réponse. Alors, CAP2R, c'est le calcul automatique de la performance environnementale. Voilà, c'est ce que ça veut dire, grosso modo. Non, bah, merci. Donc, vous, donc, de fait, d'avoir fait cette démarche, vous vous sentez plus résistant face à un marché du lait qui, pour le coup, est mondialisé, avec du lait d'importation qui peut arriver de n'importe où, à n'importe quel moment, à n'importe quel prix d'Europe. Vous vous sentez plus résistant? Vous avez vraiment le sentiment que ça vous permet de faire face individuellement et au sein d'un ensemble de producteurs laitiers qui sont dans la même situation? Nous, ça nous permet effectivement de faire face sur mon exploitation, mais malheureusement, il faut que c'est le consommateur qui doit faire le job, quoi. Parce qu'en fin de compte, moi j'ai beaucoup rencontré la grande distribution. Moi, la grande distribution, elle propose ce que le consommateur demande. C'est avec ça aussi que la distribution va aller voir là, il y a eu les négos, va aller voir l'industriel en disant moi j'ai besoin de ça. Et puis moi je voudrais quand même saluer mes collègues bio ici. Moi il y a des choses qui pour moi ils sont scandaleuses. Je me suis trouvé, donc je disais, à faire des animations et à proposer du lait C'est qui le patron qui était plus cher, faire des animations à côté de palettes de lait bio qui étaient inférieures et pour moi ça a un non-sens, quoi. La valeur elle ne peut partir que de la base, quoi. Voilà. D'accord. Et ce lait bio, il venait de France? Je ne sais pas, je n'ai pas regardé. Alors, malheureusement, je devais mettre la brique devant, mais ça, alors il faut savoir que si vous achetez une brique de lait, quelle qu'elle soit, il y a des estampilles dessus. Et il y a 2 lettres devant en premier, et ça vous permet de savoir l'origine du produit. Au minimum, même si vous prenez le moins cher et c'est entendable, il y a FR, bah, c'est la France, quoi. Commencez par ça. Alors, vous dites le consommateur est responsable. Le consommateur est toujours responsable. Il a le pouvoir, je dirais. Je veux pas le responsable parce qu'il y a une connotation coupable. Oui, une partie des consommateurs ont le pouvoir. Ce matin, en fait, parmi les échanges, aussi bien avec le public, avec des agriculteurs qu'avec les intervenants qui étaient là, le public était varié. Il y a pas que, voilà, il y avait notamment des agriculteurs. Ce qui est revenu, c'est que le public n'a pas toujours la possibilité de payer plus cher les produits qui soient en bio ou autres, et que la décision politique est très très importante aujourd'hui par rapport à ça. Quel est votre positionnement? Bah après, en fait, le politique, enfin, je sais pas, il y a aussi eu la loi Egalim où, à mon avis, on devait justement partir sur un prix rémunérateur et ça, c'est pas appliqué.
On a aussi, alors ça je vais faire un parallèle, en tant qu'ancien responsable d'organisation de producteurs, j'ai rencontré quasiment tous les distributeurs. Ils s'achètent aussi un blanc-seing, c'est-à-dire qu'ils vont signer des contrats tripartites, c'est pas un tripartite, mais bon, on a fait des tripartites avec tous les distributeurs, je l'ai fait avec Lidl, je l'ai fait avec Leclerc, donc ils vont vous dire, on a un lait qu'on rémunère à 50 centimes peut-être, mais en gros c'est 1% de leur volume, et puis à côté le reste, voilà, c'est juste pour... Voilà. Est-ce que vous pensez qu'un outil de régulation qui soit officiel, gouvernemental, européen, serait quelque chose qui, tout bêtement, enfin, l'idée d'éliminer ce qui n'est pas du lait équitable aujourd'hui vous paraîtrait quelque chose d'envisageable? Moi, je pense qu'à un moment, ça va être fondamental. Et puis après, il va falloir savoir ce qu'on veut. Parce que moi, je l'ai dit tout à l'heure, mais pour moi, il y a une triptyque aussi. Je ne suis pas en bio, mais j'ai des bio à côté de moi. Et il y a quand même une triptyque. Élevage, pâturage, bocage. Si demain on crève, nous les éleveurs laitiers ou les éleveurs de viande, il se passe quoi? Après l'éleveur, c'est quoi? Alors, je vais être un peu provoque, c'est la machine à glyphosate qui arrive. Donc c'est tout. Donc, alors peut-être faut manger moins de viande, mais je veux dire un hectare de pré sans un bœuf dessus, c'est plus un hectare de pré, quoi. Donc, je pense qu'on en parlera dans la table ronde d'agroécologie juste après. Merci beaucoup en tout cas. Je vais donner la parole à Philippe Bourgeois qui est à votre droite. Ah, non, c'est bon, il y a son micro. Donc pour Solidarité Paysan, qui doit avoir justement des retours sur les problèmes économiques rencontrés du fait de la mondialisation. Oui, rebonjour, Philippe Bourgeois, Solidarité Paysan. Donc Solidarité Paysan au niveau de la Bourgogne, c'est une association qui s'est créée, ça va bientôt faire 10 ans, au mois d'avril 2014. Donc au départ, on était 2 départements, la Côte d'Or et Lyon, et on n'était pas beaucoup d'accompagnateurs, on était 5 ou 6 pour les 2 départements. Il n'y avait personne au Saône-et-Loire, personne dans la Nièvre. Bon, depuis, ça s'est beaucoup développé, parce qu'on est 40 bénévoles maintenant, accompagnateurs, donc 6 en Côte d'Or, 3 dans la Nièvre, 22 en Saône-et-Loire, où il n'y avait personne au début, mais ça a beaucoup évolué, et 9 dans Lyon. Donc il y a 9 bénévoles qui ont rejoint l'association en 2023. Donc sur l'année 2023, 74 familles ont été accompagnées en Bourgogne. Donc l'évolution des accompagnements en Côte d'Or, cette année, il y en a eu 10. Il y en avait 6 il y a 2 ans, 7 l'an dernier, enfin en 2022, 10 en 2023. Dans Lyon, 13 en 2023. Dans la Nièvre, 20 en 2023. Et en Saône-et-Loire, 31. Plus près, d'accord. Donc voilà, je ne vais pas m'éterniser sur la présentation, c'était simplement pour présenter Solidarité Paysan. Alors, Solidarité Paysan, dans Lyon, il y a Agri 89 qui fait un peu la même chose, qui dépend de la Chambre d'agriculture. Mais disons que la démarche n'est pas tout à fait la même. Nous, c'est une démarche plus... je ne veux pas dire que Agri 89 n'ont pas de côté humain, mais non, c'est une démarche qui est économique aussi, mais plus humaine, plus empathique. On n'est pas des salariés, on est des bénévoles, on a plus de temps, on passe plus de temps auprès des accompagnés. Donc la démarche est différente, mais on se complète, on travaille parfois ensemble. Et vous accompagnez donc sur des volets économiques aussi? Oui, on accompagne sur des volets économiques. Quelle forme ça prend? C'est simplement on ne prête pas d'argent, il n'y a pas d'argent. C'est simplement du conseil, c'est mettre de l'huile dans les rouages, accompagner les accompagner justement vers les banques, c'est aider dans ce sens-là, essayer de trouver des solutions, les conseiller pour éventuellement entamer un redressement judiciaire ou des choses comme ça quand il n'y a plus d'autres solutions. Et qu'est-ce que vous constatez? Est-ce qu'il y a un endettement qui est supérieur à ce qu'il était autrefois? Quelles sont les raisons qui vont faire que d'un seul coup vous êtes sollicité? Est-ce qu'il y a une recrudescence de certains types de détresse économique? Et qu'est-ce qui
À quoi c'est dû? Donc la production la plus accompagnée, où il y a plus de demande, c'est en bovin lait. Bovin viande. Bovin viande céréales. Donc là, c'est eux qui gagnent le moins bien leur vie. Et donc la question, oui, c'était à Solidarité Paysan, on n'intervient qu'à la demande de la personne. Donc ce qui est très bien d'un côté, mais qui, moi, me pose problème. Il n'y a pas qu'à moi d'ailleurs, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, parce que quelqu'un qui a des difficultés, qui est en dépression, qui a la tête sous l'eau, va pas forcément avoir l'énergie pour se renseigner, pour contacter quelqu'un. Et je pense que si cette personne-là peut être aidée par un voisin ou par le maire ou par quelqu'un qui connaît et qui va lui conseiller de s'adresser à nous, je pense que ce serait une bonne chose. Le fait que ce soit uniquement basé sur la demande de la personne en difficulté, moi je trouve que c'est un peu... On risque de laisser sur le bas-côté des gens qui en ont besoin, quoi. Et comment est-ce qu'elle se manifeste? Enfin, qu'est-ce qui cause le plus souvent cette détresse économique? Qu'est-ce qui cause la détresse économique? Disons que la détresse est souvent, quand on fait appel à nous, la détresse est économique. Moi, depuis 2014, dans tous les accompagnements que j'ai faits, il y a des soucis économiques. Mais il n'y a pas que des soucis économiques. Et après, il y a souvent des soucis de dépression, des gens qui n'arrivent plus à faire face, qui abandonnent la comptabilité, d'une part parce qu'ils ne peuvent plus la payer, et puis après qui abandonnent, par exemple pour l'identification des bêtes, qui abandonnent ou partiellement, ou plus rien n'est suivi, quoi. Donc, comment vous expliquez qu'un exploitant agricole puisse arriver dans une telle détresse économique? Quel est le constat? Quels sont les symptômes? Ce que vous me dites, ce sont principalement des éleveurs, donc c'est probablement des coûts d'achat qui sont très bas, des coûts de production qui sont très élevés, ou est-ce que c'est tout simplement une mauvaise gestion? Qu'est-ce que c'est en général? En général, je pense, on en a parlé ce matin déjà, mais en général, il y a la question des prix qui est là. Après, la gestion, c'est très variable. C'est sûr que toutes les gestions ne sont pas bonnes non plus. On ne va pas donner forcément raison, raison, c'est un bien grand mot, mais aux accompagnés, ils ont fait des erreurs aussi, mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas les accompagner, quoi. Mais oui, moi je pense que la grosse responsabilité en revient au prix des produits, quoi. Mais bon, c'est difficile à quantifier comme ça. Qui sont imposés dans tous les domaines agricoles, les prix ou presque. Oui. Donc, de ce que vous m'expliquez, en fait, ce sont que des prix qui sont réglementés par un marché, et non pas par les paysans. Vous n'avez pas. Est-ce que vous avez des gens en circuit court, par exemple, dans les personnes qui font appel à vous? Très peu, non. Moi, ou partiellement, mais moi, dans les accompagnés dont j'ai connaissance, il y a très peu de circuits courts. C'est ce que expliquait un petit peu tout à l'heure Guillaume Conseil, en disant que la partie circuit court de l'exploitation peut être un tampon supplémentaire pour faire face à des moments de détresse économique. Ok. Merci. Voilà, merci Philippe. Je répondrai aux questions s'il y en a d'autres. Je n'ai peut-être pas été complet, mais voilà. Merci beaucoup. Aperçu de Solidarité Paysan. Merci bien. Est-ce qu'on arrive à se connecter avec Jacques Capla? Question. Alors, moi je suis fils de paysan, agronome, également anthropologue depuis une dizaine d'années maintenant, ou ethnologue, c'est le même concept, c'est la même discipline. Et j'ai travaillé en chambre d'agriculture, j'ai travaillé dans un groupement bio, j'ai travaillé à la FNAB, j'ai été un des créateurs du réseau Semences Paysannes, etc. FNAB, la FNAB, FNAB, la Fédération Nationale d'Agriculture Biologique. Et je suis actuellement un des responsables de l'association Agir pour l'environnement, et à ce titre impliqué dans des structures bio, et notamment président de l'antenne française de la Fédération Bio Internationale, qui s'appelle IFOAM France.
Donc je suis moi-même un peu toujours impliqué dans le monde bio par mes responsabilités. Donc voilà, pour préciser d'où je parle. Et alors je précise aussi que d'ailleurs j'étais au départ prévu plutôt sur la deuxième table ronde de l'après-midi. C'est vrai que mon expertise est plus dans le domaine des alternatives agronomiques et agroécologiques, mais je vais apporter ce que je peux à cette table ronde-ci, dans la mesure où j'ai également travaillé un peu sur l'histoire de l'agriculture quand même, et sur les politiques publiques et ce qu'on peut faire ou ne pas faire. Et peut-être, enfin, forcément, c'est des apports un peu par mosaïque les uns et les autres. Donc, un élément qui me paraît important à préciser, j'espère que Marc Dufumier n'avait pas prévu justement de dire ça, sinon je couperais je l'obligerais à improviser autre chose, mais je sais qu'il le fait sans problème. C'est important de rappeler pourquoi on fonctionne comme ça au niveau économique dans l'agriculture aujourd'hui, c'est-à-dire que la structure de l'économie agricole mondiale aujourd'hui, elle descend d'un truc dont on parle rarement et qui a été majeur, qui s'est passé à la fin des années 80 jusqu'en 94, qui est ce qu'on a appelé l'Uruguay Round, enfin le cycle de l'Uruguay au sein de ce qui s'appelait à l'époque le GATT, l'accord international sur le commerce. Et c'est ce qui a permis de créer l'OMC. Et jusque-là, l'agriculture n'était pas... L'Organisation mondiale du commerce. Voilà, pardon, l'Organisation mondiale du commerce. Et jusque-là, l'agriculture n'était pas soumise aux règles du libre-échange. L'agriculture était une production particulière. On pouvait dire qu'il y avait une sorte d'exception agricole. Je rappelle que l'exception culturelle française, ça veut juste dire que la France réclamait que la culture ne soit pas soumise au libre-échange. Ce n'est pas que la France prétendait que la culture française serait exceptionnelle. Et en agriculture, c'est pareil. Quand j'ai entendu le Premier ministre dire qu'il allait défendre une exception agricole française, en fait, ce n'est pas ce qu'il dit, parce que si je le prends au mot, ça veut dire qu'il est d'accord avec la Confédération paysanne pour sortir l'agriculture de l'OMC. Parce que, en fait, c'est vraiment ça qui s'est passé en 1994. C'est que l'agriculture qui faisait exception aux règles de libre-échange, donc il y avait une exception agricole, a été obligée par les négociations, notamment avec Reagan, Thatcher, etc., à rentrer dans cette nouvelle institution qui s'est appelée l'Organisation mondiale du commerce, qui a imposé de vendre au cours mondial. Et ça, c'est terrifiant. Parce qu'en fait, depuis l'Antiquité, le cours mondial, c'est un cours à perte. Parce que le cours mondial, c'est un cours de surplus. Une société, d'abord, elle se nourrit. Et pour se nourrir, elle a des stocks de sécurité, et puis elle essaye de produire un peu plus tous les ans. Donc, quand les années marchent bien, quand le un peu plus tous les ans est en trop, bah, on va le vendre, mais on le vend à perte, puisqu'il faut s'en débarrasser. Les stocks de sécurité, au bout d'un moment, ils périssent, donc il faut les remplacer. Idem, on les vend à perte, il faut s'en débarrasser. Donc, depuis l'Antiquité, le cours mondial, il est à perte. Donc, demander aux paysans du monde entier, de tous les marchés intérieurs, de s'aligner sur le cours mondial, parce que c'est ça que l'OMC impose, c'est un non-sens. Et en fait, la politique agricole commune s'est transformée à cette époque-là pour, au lieu d'avoir des systèmes de régulation de marché intérieur avec des prix de restitution, etc., on en est venu à un système avec des aides à l'hectare et là, on demande aux agriculteurs de vendre sur le cours mondial. Et en fait, c'est la cause d'un problème, enfin c'est l'épine qu'on a tous dans le pied aujourd'hui, parce que produire au cours mondial alors que les coûts de production ne sont pas les mêmes selon les régions, selon les choix de production, alors que c'est forcément un dumping écologique et un dumping social, et que ça incite à ne pas respecter l'environnement, à ne pas respecter les droits sociaux, forcément, ça met les agriculteurs dans une situation intenable. Et ça a conduit à cette logique où on est aujourd'hui, d'avoir finalement une dynamique d'agrandissement, une dynamique de massification, parce que dans cette logique-là, plus on produit, plus on va pouvoir s'aligner sur un coût, sur un prix bas. Et la grande distribution, évidemment, est en cause aussi là-dedans, mais finalement, elle ne fait qu'utiliser des outils qu'on lui a mis dans les mains. C'est nous tous collectivement qui avons laissé faire cette situation. Et c'est intéressant, par exemple, tout à l'heure, quand on parlait de la COSEBI, il se trouve que j'ai travaillé dans la Nièvre et aussi sur l'ensemble de la région Bourgogne quand j'ai commencé comme conseiller agricole, d'abord en conventionnel et ensuite en bio. Et j'ai connu la COSEBI à l'époque, et c'était la fin des années 90, c'était encore l'époque où ces structures bio qui se mettaient en place devaient finalement pallier l'absence de logique agronomique dans l'économie des COP. C'est-à-dire que les coopératives conventionnelles, celles avec qui la COSEBI travaille maintenant,
à l'époque, ne voulaient pas tellement travailler avec les bio, parce que, bien sûr, maintenant, ils ont intérêt à le faire, mais à l'époque, ils se disaient, en gros, leur discours, c'était de dire, vous êtes bien gentils, vous les bio, mais avec vos contraintes techniques, vous êtes obligés de faire des productions qu'on n'a pas l'habitude de faire, puisqu'effectivement, en bio, on va faire des rotations plus riches, plus complexes, donc des successions de cultures plus complexes, donc on va avoir des productions alimentaires ou textiles, etc., qui ne sont pas celles qui étaient habituelles. Et donc les COP généralistes disaient, ben, ça, nous, on ne va pas s'embêter à les vendre, hein, on ne sait pas faire, et ce n'est pas nos oignons, débrouillez-vous. Et c'est comme ça que les paysans bio, notamment les céréaliers de Lyon, se sont organisés en disant, bon, bah, puisque c'est comme ça, on va créer notre propre outil. Et ils ont créé la COSEBI. Et il y a eu la même chose en élevage, etc. Et en fait, on a sans arrêt ces dynamiques. Quand je vois ces nouveaux patrons, c'est encore finalement aussi un peu les mêmes logiques, de dire on va se réorganiser à notre main par rapport à nos contraintes du moment. Les contraintes des bio, c'était avoir une plus grande diversité de production à écouler et trouver de nouveaux marchés. Les contraintes de ces nouveaux patrons, ça va être plus des logiques de négociation des prix. Mais en tout cas, on a une agriculture où les paysans n'ont plus la prise directe, quoi. Et vraiment, je pense que c'est une des causes principales de la crise actuelle, hein, pour remettre ce week-end dans le contexte de l'actualité. Il y a la tension sur les revenus, elle vient de cette logique néolibérale qui ne peut conduire qu'à l'agrandissement, donc à la disparition des petits paysans, donc à la détresse, donc à la misère pour certains. Elle ne peut conduire qu'à ce qu'on commence à voir, c'est-à-dire des banques, des multinationales qui vont racheter les fermes, parce que quand le capital d'exploitation est de plusieurs millions, plus personne ne peut racheter ça à titre individuel. Même un enfant, s'il n'est pas fils unique ou fille unique, c'est dur d'hériter s'il faut payer la part des autres enfants. Enfin, donc on se retrouve dans une situation qui est très très dangereuse pour l'agriculture. Et un des enjeux aujourd'hui, je pense, c'est de reconstruire une maîtrise des prix. Alors on a parlé des circuits courts, on a les filières alternatives qui se construisent. La bio est un bon exemple pour ça, pas seulement en tant que mode de production, mais aussi parce que la bio, via les coopératives spécialisées, via les biocoop et d'autres réseaux, construisent un autre rapport entre producteurs, transformateurs, distributeurs, consommateurs ou citoyens de façon plus générale, avec des interactions. Et bon, voilà, on est devant un gros mastodonte, hein, mais ce qui est clair, c'est que ne pas reconnaître ça, c'est ne pas se donner les moyens de remettre à plat correctement. C'est-à-dire que changer avec la question des normes environnementales, par exemple, il est évident que tant qu'on reste dans un système néolibéral avec une logique d'agrandissement et de cynisme sur les prix et de spéculation sur les prix, tout ce qui est environnement, ou tout ce qui est social d'ailleurs aussi, hein, ça va venir comme étant un emmerdement, si vous me passez l'expression. Ça va être une contrainte supplémentaire qui va essayer de changer les choses à la marge, mais qui va être compliqué à mener, puisque c'est en contradiction avec cette logique. Ce qu'il faut qu'on fasse maintenant, c'est tout un autre enjeu, et ce sera l'enjeu notamment de la table ronde suivante, c'est comment est-ce qu'on repose des bases agronomiques différentes et un rapport sociopolitique différent en agriculture pour dire non, il faut renverser la pyramide, il faut remettre les choses dans l'ordre. Il faut d'abord définir l'agronomie, d'abord définir des coûts de production, et ensuite on construit un marché. Et est-ce que vous pensez que c'est faisable, tout simplement, dans un état des lieux qui est celui que vous décrivez, c'est-à-dire ce contexte où d'énormes mastodontes, des textes de loi, des traités de libre-échange existent, où le producteur finalement n'a pas trop son mot à dire, sauf s'il s'est déjà organisé indépendamment de cette pression. Est-ce que vous pensez qu'il y a moyen de faire bouger les choses ? C'est difficile, c'est bien le problème auquel on est confronté. C'est-à-dire qu'il y a les outils. Hein. Si la France décidait, si on avait un gouvernement en France qui décidait de faire en sorte que les outils de la politique agricole commune évoluent, ou même simplement qui utilisent les outils qui existent, parce qu'il y en a qui existent et qui ne sont pas mis en œuvre, et qui mettent en œuvre en France des éléments de régulation, on pourrait, hein, on n'est pas du tout pieds et mains liés par l'Union européenne. Il faut savoir d'ailleurs que sur tous les aspects Green New Deal et Farm to Fork, donc les deux grandes stratégies européennes pour protéger l'environnement d'une part et pour aller vers une agriculture durable d'autre part, ces deux grandes stratégies, en fait, aujourd'hui,
sont bloquées. En fait, quand certains agriculteurs disent c'est à cause de ces stratégies qu'on ne peut pas produire comme il faut, ils se moquent complètement du monde, parce qu'en fait, ces stratégies, elles n'ont jamais été mises en œuvre depuis qu'elles ont été votées, puisque justement, le COPA-COGECA, donc, qui est le syndicat, on va dire l'équivalent de la FNSEA, donc syndicat majoritaire en France, mais à l'échelle européenne, et syndicat favorable à l'agro-industrie et au libéralisme, donc ces syndicats ont bloqué la mise en œuvre de ces stratégies, en fait, et notamment la FNSEA française, et notamment le gouvernement Macron. Donc aujourd'hui, la France empêche qu'on change, donc ce n'est pas l'Europe qui nous empêche de changer. Hein. L'Europe nous donne plutôt des outils. Ça reste des outils partiels. Je pense que les bio ont prouvé, et d'autres, qu'on peut aussi s'organiser soi-même. Et je pense qu'aujourd'hui, moi j'ai toujours tendance à dire il faut combiner le grand soir et les petits matins. C'est-à-dire que le grand soir, c'est changer la politique agricole européenne, changer les règles du commerce international. C'est du boulot, il faut se battre pour ça, mais on n'a pas tellement de prise et on ne sait pas si ça va arriver. Les petits matins, c'est tout ce qu'on peut faire tous les jours sur notre ferme, dans notre acte d'achat, dans notre organisation, notre soutien à des organisations sociales, collectives, etc. Et là, les exemples qui sont autour de la table montrent bien qu'il y a quand même moyen d'avancer. Donc c'est plutôt encourageant. Ce qu'il faut qu'on voit, c'est comment... la grande difficulté maintenant, c'est comment des mouvements de citoyens pourraient arriver à mettre tout ça à concerter tout ça, quoi, à mettre tout ça en réseau, quoi. Les AMAP, les coopératives bio, les logiques de type c'est nous le patron, toutes les logiques de vente à circuit court, quelque chose de complexe, proximité, moins d'intermédiaires, etc. Maintenant, il faut qu'on arrive à monter en régime, et c'est vrai qu'on a un peu de mal en ce moment. Est-ce que vous connaissez les leviers qui permettraient de monter en régime? Je pense que les réseaux sociaux, paradoxalement, pourraient être un outil de mobilisation et de partage. D'ailleurs, ça l'est un petit peu, hein, de partage d'informations. Je pense que dans le monde agricole alternatif, aujourd'hui, il y a quand même une prise de conscience, je dirais plutôt, les logiques alternatives dans le monde agricole ont une audience bien plus importante grâce à Internet, je pense, que ce qu'il y avait il y a 20 ans. Donc ça, c'est plutôt encourageant. Aujourd'hui, je crois qu'il y a à peine 10% des élèves en école d'agro, en lycée agricole, etc., qui sont issus du milieu agricole. C'est un effondrement. Hein. Aujourd'hui, le monde agricole ne se renouvelle plus. Et il y a d'autres logiques qui commencent à émerger. Et le partage, typiquement, là, moi, je peux être avec vous malgré tout en visio. Il y a beaucoup de choses qui se font, qui vont dans ce sens-là. Mais je pense que nos réseaux ont très mal su utiliser ça pour l'instant. Le réseau de l'agriculture industrielle est extrêmement puissant sur les réseaux Internet. Nos réseaux à nous, alternatifs, le sont beaucoup moins. Je pense qu'il y a un travail à mener à ce niveau-là. Et puis sinon, c'est des mobilisations au coup par coup. Malheureusement, oui, là, j'avoue que j'ai du mal à être très optimiste dans la réponse à la question, parce que actuellement, les leviers pour que ça bouge, les leviers pour le grand soir, ils sont vraiment limités, parce qu'on n'a pas beaucoup de débouchés politiques en perspective actuellement. Et puis, d'un point de vue de l'action de terrain, on est de plus en plus entravé. Donc, peut-être qu'un jour, il faudra qu'il y ait des choses qui cassent. La colère agricole de ces derniers jours, c'est une forme de ça a cassé, mais c'est un ça a cassé qui est un peu manipulé, qui est un peu... on ne sait pas très bien où il voulait aller, en fait. C'est normal. Hein. Beaucoup de paysans se sont retrouvés là-dedans parce que c'était l'occasion de gueuler, mais ils n'étaient pas forcément d'accord avec les revendications d'origine. L'ennui, c'est que c'est des revendications agrariennes, réactionnaires d'origine qui ont été écoutées par Attal. Donc, il va falloir que ça casse autrement, sans doute. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à Marc Dufuyet maintenant, qui va peut-être pouvoir compléter tout ce qui vient d'être dit en réinscrivant tout ça dans une ambiance un peu globale. Donc moi, je ne suis pas fils de paysan, je ne suis pas agriculteur, je ne suis qu'agronome. Mais par rapport à ce qui vient d'être dit en économie de marché, alors chaque fois que je prononcerai le mot libre-échange, vous mettrez des guillemets à libre, hein, parce que ce mot est très trompeur. Mais globalement, les économistes vous diraient, attendez, les prix payés aux producteurs, c'est très simplement, c'est un équilibre entre l'offre et la demande. Et d'ailleurs, vous voyez bien qu'avant le Covid, et même pendant le Covid, il y avait une demande accrue de produits bio, et puis l'offre ne
parvenaient pas à satisfaire la demande croissante, les prix montaient. Puis là maintenant, brutalement, on découvre que la demande a considérablement diminué à cause de l'inflation, et hop, on voit les prix des produits bio s'effondrer. Et les produits labellisés bio n'échappent pas à cette idée que c'est quand même l'offre et la demande qui font un prix d'équilibre. Alors c'est vrai aussi, vous le savez très bien, pour les produits de l'agriculture conventionnelle, un blé standard, il est fonction de l'offre et de la demande à l'échelle internationale de plus en plus. S'il y a une surproduction en Ukraine, les prix s'effondrent. Et puis c'est pareil aussi pour les engrais. Il y a une guerre en Ukraine, le gaz naturel russe ne parvient plus pour fabriquer les engrais azotés de synthèse, les engrais azotés s'accroissent. Donc l'idée que c'est toujours une question d'équilibre entre offre et demande est une idée, je dirais, fondamentalement juste. Le seul problème, c'est qu'est-ce qui préside à l'offre, qu'est-ce qui préside à la demande. Alors, qu'est-ce qui préside à l'offre? J'aurais envie de vous dire, pour une large part, et la demande d'ailleurs pour une large part aussi, c'est qu'entre une multitude d'agriculteurs et une plus grande multitude de consommateurs, il y a quand même des sociétés qui sont en situation de ce qu'on appelle oligopole, quasi-monopole, et qui vont, elles, être capables, effectivement, d'influencer l'état de l'offre, l'état de la demande. Alors moi je veux bien qu'il y ait eu la loi Egalim, j'ai le souvenir d'avoir participé aux États généraux et ce genre de choses, et je voyais bien que, enfin c'était pipé d'avance, je veux dire, les questions environnementales devaient être exclues, le prix devait être que... Et qu'est-ce qu'il en résulte aujourd'hui, c'est que pour une large part, la grande distribution dit aux compagnies agroalimentaires, écoutez, on ne va référencer sur les gondoles, que les produits pour lesquels on pourra éventuellement nous les vendre au plus grand nombre, parce qu'elles sont quand même en compétition, donc c'est pas monopole, c'est oligopole. Mais néanmoins, pour conquérir des parts de marché, la grande distribution souhaite évidemment vendre au moindre prix. Vendre au moindre prix, c'est exiger de l'agro-industrie qu'elle fasse des produits standards, produits massivement et autres. Et l'agro-industrie, elle répercute ça aussi aux producteurs en disant, écoutez, moi, la grande distribution ne m'achète que ce type de produit. Je vous en supplie, ne me faites pas 10 gammes de tomates. Ils veulent des tomates qui se conservent bien à l'étalage, qui peuvent être transportées sur des kilomètres. Donc moi, je ne vous achète que ça. Enfin, il est clair que ces oligopoles en compétition, néanmoins, pour accroître les prix du marché, et ça c'est de plus en plus à l'échelle internationale, conquérir des parts de marché, souhaitent des productions au moindre coût monétaire, produites massivement. Donc il est demandé aux agriculteurs, qu'il faut remplacer les gens par des machines, on remplace par des machines, il faut produire massivement. Si vous investissez dans une moissonneuse-batteuse, ne faites pas d'élevage, amortissez votre équipement en ne faisant que de l'agriculture. Si vous faites de l'élevage et dans des robots de traite, écoutez, ne mettez pas du lin dans votre rotation, dans vos assolements, il faut produire massivement et autres. Et au fond, les agriculteurs ont été dictés par ces compagnies en oligopole, et donc ce n'est pas vraiment un libre marché. On peut parler de certaines coopératives aussi qui ont été actrices de ça. Je connais Sodial qui, quand les Chinois ont abandonné l'usine de déshydratation du lait à Carhaix, parce que les Chinois n'achetaient plus la poudre de lait, parce que les Chinois avaient aussi investi en Nouvelle-Zélande et que le lait de Nouvelle-Zélande était moins coûteux et plus proche de la Chine, écoutez, Sodial a fait voter à ses coopérateurs à voter le rachat de l'usine, dont les comptes sont plombés. Et du coup, le compte des agriculteurs est plombé. Et même Tereos, je parle surtout de la Tereos Picardie, pareil, les coopérateurs ont voté, à une époque un peu ancienne, le fait que Tereos Coopérative investisse au Brésil 40 000 hectares sous le soleil brésilien. Et évidemment, la canne à sucre sous le soleil brésilien et 40 000 hectares sont plus compétitifs que la canne à sucre. Et d'ailleurs, moi j'ai vu des coopérateurs demander à leur directeur, mais comment ça? Alors ils ont changé 3 fois de directeur depuis. Mais demander à leur directeur, comment ça, mon capital, moi, de coopérative, est investi chez le concurrent au Brésil? Et le directeur a dit, oui, vous l'avez voté à l'Assemblée générale. Donc, vous savez que ça s'appelle Lactalis, une entreprise capitaliste, ou que ça s'appelle Sodial, une coopérative, ça fonctionne quasiment pareil, parce que la coopérative dit à ses adhérents, de toute façon, si on ne fait pas comme les autres en face, on perdra des parts de marché. Donc, le vrai problème de l'économie de marché aujourd'hui, que certains appellent libre-échange, c'est la compétitivité. Et alors, dans la compétitivité, effectivement, et y compris Egalim, vous l'avez compris, la grande distribution, moi j'ai des souvenirs dans le Carrefour, où je participais, que déjà les grandes distributions disaient, vous savez, si vous nous imposez des règles pour rémunérer correctement les agriculteurs avec un contrat et ce genre de choses, si vous nous imposez ça, nous on achète à l'étranger. Et à l'étranger, je disais ça un peu ce matin, tous nos produits bas de gamme ne sont pas compétitifs. C'est-à-dire que le blé
ukrainien est nécessairement, sur le millier d'hectares, est nécessairement plus compétitif que notre blé très hautement coûteux en intrants de synthèse. La poudre de lait, c'est la Nouvelle-Zélande, et là, c'est un produit d'exportation. Le sucre de betterave ne peut pas être compétitif avec un sucre de canne sur des exploitations de 40 000 hectares au Brésil, j'ai visité. Et puis, le poulet bas de gamme élevé avec du maïs et du soja brésilien, comment pourrait-il être compétitif avec un poulet brésilien ou ukrainien? Il est clair que non. Et alors, pire encore, c'est que le libre-échange, on a imposé ça aussi à des pays du Sud qu'on appelait tiers-monde. On leur dit, ouvrez vos frontières, parce qu'il nous fallait exporter nos surplus de blé. Et donc le producteur de mil et de sorgho au Sénégal, parce qu'on a des excédents de blé, vous savez qu'on est très déficitaire en protéines végétales pour l'alimentation humaine et animale, parce que avant même le Uruguay Round, on avait, à travers des accords, enfin c'est quand même un peu, depuis le plan Marshall, on avait renoncé à mettre des droits de douane à l'importation de soja ou de graines ou de tourteaux de soja en provenance des Amériques. Et donc voilà une production pour laquelle, oui, il faut rappeler qu'avant ce libre-échange, il y avait quand même une régulation des prix par la politique agricole commune, c'est-à-dire que l'offre et la demande étaient régulées par l'État. Quand il y avait suroffre conjoncturelle, il peut y avoir des suroffres conjoncturelles, eh ben, on stockait le surplus. Et quand il y avait une baisse de récolte, eh ben, le surplus, ce qu'on avait stocké, il y avait des stocks, on les revendait pour assurer un prix garanti. Et ça a fonctionné quand c'était l'Europe des 6, l'Europe des 8 et même l'Europe des 15. Et c'est quand justement on a commencé à dire, sauf sur les protéines. Et du coup, les agriculteurs, avec des prix incitatifs régulés par l'État sur le blé, sur donc les céréales, sur le lait et un peu la viande, avant les établissements, eh ben, ils ont fait davantage de ce produit. Et les pays, les produits pour lesquels il n'y avait pas de régulation, les protéines végétales, eh ben, ils ont abandonné. Notre déficit pour les 2/3 de protéines végétales en France, il date de très tôt, bien avant les Uruguay Round, parce qu'on s'est autorisé à importer sans droit de douane ni contingent pour l'importation les protéines en provenance des Amériques. Et donc, il est clair qu'une politique de prix régulée par l'État peut être redoutablement efficace. Sauf qu'on a eu tort, qu'on est devenu excédentaire. Eh bien, plutôt que de mettre des droits de douane à l'importation et de permettre aux agriculteurs d'être correctement rémunérés, à partir du moment où on est devenu excédentaire, il a fallu subventionner nos exportations pour continuer de payer nos agriculteurs au prix garanti. Et du coup, ça s'appelle du dumping, ça a été dénoncé. Et du coup, les Uruguay, on est obligé de faire marche arrière. Et donc, on a été obligé de dire, vous alignez sur les prix internationaux, ce que disait Jacques Capla tout à l'heure. Sauf que, pour cesser de faire du dumping avec les... Mais même avant qu'on cesse de faire ça, le fait que des producteurs qui travaillent à la main pour produire du mil et du sorgho ou du niébé au Sénégal, au Mali, au Niger, concurrencés par nos Sénégal, commencent à manger du pain et non pas du mil et du sorgho. Eux travaillent à la main. Et vous appelez ça libre-échange, vous? Des gens qui travaillent à la main en compétition avec des gens équipés de tracteurs, des gens qui récoltent à la faucille, avec des gens qui sont équipés de moissonneuses-batteuses sur un même marché mondial. Mais écoutez, au-delà des droits de douane, là, on n'est plus dans les évolutions conjoncturelles. L'offre, la demande, ça évolue effectivement en fonction du climat, en fonction des guerres en Ukraine, en fonction de ça. Mais n'oubliez quand même pas que sur le long terme, l'offre, elle est dictée par, un peu ce que disait Jacques Capla, l'excédent de la perte. Mais c'est géré par le plus compétitif. Et le plus compétitif, c'est celui qui s'est modernisé davantage, en spécialisant davantage, en détruisant l'environnement davantage. Parce que la monoculture, que ce soit la banane ou que ce soit le soja au Brésil, ça fait de grands dégâts environnementaux. Et donc oui, effectivement, aujourd'hui, penser qu'un lupin, penser qu'un pois fourrager, penser que nos protéines végétales pourraient être compétitives avec des protéines américaines, sud- ou nord-américaines, impossible. Ben écoutez, regardez tous nos produits bas de gamme, c'est impossible. Donc la seule survie, ça a été ce qu'a raconté Jacques Capla, quand on a demandé aux gens de s'aligner sur les prix internationaux, donc vos prix allaient diminuer, on va compenser ça par des aides compensatoires à la baisse de revenus. Mais évidemment, celui qui produisait beaucoup de blé aura plus d'aides, donc ça a été des aides proportionnelles à la surface. Et les aides proportionnelles à la surface, malheureusement, ça a contribué à inciter les agriculteurs à poursuivre les mêmes systèmes de production, à continuer de s'agrandir, à toujours l'agrandissement, la compétitivité en remplaçant des gens par des machines, donc chômage. Alors évidemment, c'est bien plus grave quand vous créez du chômage au Brésil que quand c'est chez nous, on est bien d'accord. Et d'ailleurs, les gens vont migrer. Les gens qui migrent, qui traversent le désert libyen et la Méditerranée, ce n'est pas des Brésiliens, j'en conviens, mais c'est des Sénégalais, des Polynésiens qui ont été ruinés par nos excédents de céréales. Moi, je suggérerais qu'on mette fin à ça, si vous en êtes d'accord, qu'on arrête de parler de libre-échange. Parler de libre-échange, quand vous mettez un coureur à pied avec un pilote de Formule 1, qui va être compétitif. Et en plus, entre le coureur à pied et le pilote de Formule 1, qui perçoit des subventions aujourd'hui,
Je suis désolé, c'est le pilote de Formule 1. Ce sont ceux qui ont 700 hectares, ce sont ceux qui ont beaucoup de surface. Ce n'est pas les gens qui, effectivement, essaient de faire une agriculture artisanale, conforme à l'intérêt général, protectrice de l'environnement, protectrice de notre santé, ce genre de choses. Et toutes les expériences qu'on a vues là, tout à l'heure, qu'on a racontées, ben, c'est des gens qui cherchent à résister à ça. Et ils éprouvent quand même les difficultés pour essayer de résister à ça. Mais il y a urgence de résister à ça. Et alors, c'est à la fois le comportement des consommateurs, hein, ça a déjà été dit, mais c'est aussi comme l'intervention de la puissance publique. Et la puissance publique, eh bien, j'ai observé, quand c'est Terre de Liens qui essaient d'avoir des terres, ben, on commence un peu à les écouter, trop peu. Quand c'est les parents d'élèves qui exigent que l'alimentation soit bio aux cantines, on commence à les écouter, mais trop peu. Quand j'observe que les AMAP font des circuits courts et montrent qu'on peut faire un bon produit pour pas plus cher s'il y a moins d'intermédiaires et si on met fin à ces oligopoles, eh ben, on comprend que ça peut marcher quand même. Je veux dire, tous ces combats qui peuvent vous apparaître un peu de niche, hein, on entend, c'est pour les marchés de niche, etc. Il nous faut les mener jusqu'au bout. C'est seulement à ce moment-là que la puissance publique comprendra éventuellement qu'il faut réguler les marchés, réguler par les prix, assurer un prix plancher, autrement que par la plateforme pour commerce équitable. J'ai présidé la plateforme du commerce équitable, donc je suis vraiment pour le prix plancher, le prix minimum garanti, absolument. Mais un jour, il faudra que ce soit les États qui garantissent à leurs producteurs un prix minimum garanti. Excusez-moi. Merci. Avant de se faire intervenir la salle, j'ai une petite question à Jacques Capla en tant qu'ethnographe ou ethnologue, enfin j'y arriverai jamais, qui est par rapport à ce qu'on sait de l'histoire du monde paysan. Est-ce que vous pensez que c'est possible ? Moi, je pense que c'est complètement possible. Alors après, c'est une question large, parce que si on prend le monde paysan à l'échelle mondiale, Marc Dufumier est très bien placé pour appuyer ça. Il y a des solutions, il y a un génie d'organisation et de technique, etc., qui sont extraordinaires. Donc, à l'échelle mondiale, c'est pas pour rien que l'altermondialisme, qui a été en fait une résistance à l'entrée de l'agriculture dans l'OMC, hein, encore une fois, c'est de là que c'est venu au départ. L'altermondialisme est un mouvement très puissant en Amérique latine, dans certains pays d'Asie, etc. Maintenant, si on prend la France, le monde paysan français, sociologiquement aujourd'hui, il est extrêmement complexe, extrêmement éclaté. On l'a vu avec les mobilisations de ces derniers jours. On a une frange d'agriculteurs, d'agro-managers qui bénéficient de l'essentiel des aides et qui, d'ailleurs, manipulent les autres à leur bénéfice. Il faut quand même le dire, il faut quand même le rappeler. Aurélien Rousseau, le président de la FNSEA, qui a négocié avec le gouvernement l'arrêt de la grève, l'arrêt des manifs, il est président de Sophie Protéol. Il a obtenu donc c'est Sophie Protéol, enfin Avril, pardon, ça s'appelle Avril maintenant, structure coopérative prétendument, enfin il y a longtemps, désormais multinationale des huiles, et qui produit beaucoup d'agrocarburants. Il a obtenu comme concession du gouvernement une pression sur l'Europe pour qu'on prolonge l'arrêt des jachères et qu'on prolonge le fait de mettre en culture des zones, des infrastructures écologiques qu'on aurait dû normalement mettre en réserve pour sauvegarder les écosystèmes. Pour faire quoi ? Pour faire des huiles végétales qui vont être vendues comme agrocarburants. Si ça ne s'appelle pas conflit d'intérêts, voire prise illégale d'intérêts, j'aimerais qu'on m'explique comment ça s'appelle. Le président de la FNSEA, en tant que syndicaliste, a obtenu une mesure qui va bénéficier au président de la FNSEA en tant que président de multinationale. Ouch. Donc bon, voilà, il y a cette catégorie-là d'agriculteurs. Il faut être sérieux, ils existent et ils sont extrêmement puissants. Il y a une catégorie d'agriculteurs qui sont en partie bénéficiaires de la PAC, en partie pas, et qui peuvent évoluer, mais qui ont tendance à soutenir le système. Et puis, il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont des variables d'ajustement et qui malheureusement soutiennent quand ça va bien et puis se mettent soudain à se rendre compte que ça va plus quand ça va plus. Et souvent, c'est trop tard. Mais à côté de ce monde paysan-là, dont les deux premières catégories sont quand même difficiles à faire bouger aujourd'hui, on a des néo-ruraux de plus en plus nombreux. On a un renouvellement du monde paysan. Et je pense que c'est bien malin aujourd'hui qui pourrait dire de quoi sera fait le monde paysan et de quoi seront faites les mobilisations paysannes dans 10 ou 20 ans. L'ennui, c'est que quand je dis ça, je sous-entends qu'il va y avoir installation de nouveaux paysans sur les terres qui se libèrent. Et ce qui peut malheureusement se produire, c'est que ces terres aillent uniquement à l'agrandissement.
auquel cas l'évolution du monde paysan va être très difficile. Mais si on regarde les dynamiques sociales aujourd'hui des gens qui veulent s'installer comme paysans, on a de quoi être optimiste parce qu'il y a des sacrées énergies et des sacrées puissances d'innovation qui ne demandent qu'à s'exprimer aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette bonne nouvelle. C'est le moment de donner la parole au public pour rebondir sur tout ce qui vient d'être dit. Est-ce que des personnes ont des choses à dire? Des mains se lèvent. Deux questions. La première, c'est celle de la gouvernance de la FNSEA. On est là tous, c'est normal dans cette salle, en train de critiquer les conflits d'intérêts, etc. Mais M. Rousseau est élu, et son entourage également. Donc, ne faudrait-il pas, à un moment donné, questionner la gouvernance de la FNSEA qui produit ce système, et donc avec des écarts immenses entre ce qu'on entend des agriculteurs interrogés sur les barricades, les barrages, et ce qui se dit dans les bureaux du ministère. Donc, et comme ça a été dit, c'est quand même la FNSEA qui est responsable de l'ensemble des malheurs aujourd'hui, puisque c'est elle qui construit le système en tête à tête avec le ministère. Aucun autre ministère n'a le droit d'y mettre le doigt. Je peux vous dire que le ministère de l'Environnement se fait jeter à chaque fois malgré ses tentatives. Donc ça, c'est un premier sujet. Mon deuxième sujet, c'est qu'il y a un point. Manifestement, il faut que les consommateurs bougent, mais les consommateurs, on les présente toujours comme « Ah oui, je suis dans mon supermarché et je me demande si j'achète bio ou pas ». Et il y a un sujet qui ne sort pas, qui est le sujet de la santé. Les aliments non bio sont quand même moins bons pour la santé que les autres, je pense. Il commence à y avoir des études. Est-ce qu'il y a des études? Mais pourquoi est-ce que ce message ne sort pas que c'est en fait une question de santé publique? Parce que c'en est une. Enfin, les retards de langage des enfants, la fréquence des autismes, la fréquence des cancers, la fréquence de l'obésité, je peux en rajouter, montrent que l'alimentation bio est meilleure pour la santé publique. Et donc pourquoi est-ce que ça ne sort pas? Pourquoi est-ce que les associations de consommateurs ne s'en emparent pas davantage? Alors, pour répondre à la deuxième partie de la question, et après je donne la parole, je rappelle que ce matin, on a diffusé un certain nombre d'études qui démontrent la nocivité des pesticides, pourquoi et comment, qu'on pourra mettre à disposition sur le site internet des États généraux, pour rappeler qu'effectivement, il y a des vrais problèmes, notamment avec le glyphosate. L'un des faits est que ce sont des études récentes. Le rapport le plus récent de l'INSERM qui vraiment atteste de beaucoup de problématiques, mais Marc Dufumier pourrait en parler plus précisément en termes de sémantique par rapport aux risques avérés ou pas, date de 2021. Et on a des études environnementales qui datent de 2023 qui sont très accablantes, mais on parle de septembre 2023. Donc avant que la société civile s'en empare, il va prendre du temps. D'autant plus qu'il y a quand même effectivement des vents contraires qui empêchent l'information de circuler correctement. Donc des réactions par rapport à ce qui vient d'être dit ? Aussi bien Jacques Kaplan que Marc Dufumier. Alors peut-être juste par rapport à ce que tu viens de dire. Alors déjà, il faut quand même noter qu'évidemment, c'était à l'époque où le pouvoir d'achat n'était pas trop menacé. C'était un peu avant le Covid. Pendant le Covid, pendant qu'il y avait le temps de faire la cuisine, on a quand même découvert qu'il y avait au sein du grand public un engouement quand même pour les produits bio parce qu'effectivement plus sains. C'est à la fois qu'un lait à l'herbage est plus riche en oméga 3, que le lait bio, que la viande bio aura moins d'antibiotiques, il y a moins d'antibiorésistance. Et puis il y a cette question des résidus pesticides où on discutait entre nous exactement. Alors c'est vrai que jusqu'à très peu de temps, moi je m'interdisais de dire au grand public que l'AMPA, le métabolite du glyphosate, était un cancérigène avéré. Et pourquoi? Parce qu'un scientifique, quand il dit c'est un cancérigène avéré, ça veut dire que c'est statistiquement avéré. Or, jusqu'à présent, sauf peut-être les études, et c'est pour ça qu'on va voir, mais même dans le slide de ce matin, ce n'était pas marqué avéré, c'était marqué présomption forte, présomption faible. Et pourquoi cette timidité dans le langage des scientifiques? C'est que quand il y a des prévisions scientifiques démontrées, parfaitement démontrées, c'est un peu comme le réchauffement climatique à 32 ans, il n'était pas statistiquement avéré. Aujourd'hui, il est statistiquement avéré. La date des vendanges, en moyenne, en France, elle a été 10 jours plus précoce au cours des 30 dernières années que les 30 années antérieures. Mais il y a 33 ans, rappelez-vous, il y a quand même des personnes, je crois même, parfois il y a même un scientifique, je crois qu'il était ministre de la Recherche, je crois. Bon, je ne vais pas le citer pour ne pas être poursuivi pour diffamation, mais soyons clairs, oui, il y a un problème, c'est que quand ce n'est pas statistiquement avéré, les gens laissent entendre, on va dire probable, et probable, quelle probabilité, voilà. Et sachez quand même que les lobbies
je ne parle pas du consommateur, mais y compris auprès de l'opinion publique, hein, le fait qu'on ne dise pas avéré, mais qu'on dise seulement probable, ça laisse entendre que finalement, est-ce que la production bio est vraiment meilleure du point de vue de la santé, alors que c'est déjà très largement démontré. Hein. La présence de perturbateurs endocriniens dans nos fruits et légumes est moindre avec le bio, la présence d'antibiotiques dans la viande est moindre avec le bio, très clairement, c'est déjà parfaitement démontré. Les relations de cause à effet, c'est comme l'effet de serre, hein, que le gaz carbonique, le méthane, le protoxyde d'azote contribuent à accroître le réchauffement climatique, ça aboutit à un dérèglement, ça nous avait été prédit avant que c'était statistiquement avéré, et c'est un peu vrai aussi pour tout ce qui est de bio et pas bio. Est-ce que c'est avéré? Est-ce que c'est seulement démontré? Mais sachez que quand c'est déjà seulement démontré, on prend ses précautions. On ne donne pas de 10 ans de plus. Les néonicotinoïdes, excusez-moi, pareil. Est-ce que vraiment c'est les néonicotinoïdes qui sont à l'origine du fait que les abeilles et les pollinisateurs soient déboussolés? On fait des études et on regarde, mais comme pour les néonicotinoïdes, ben c'est aussi la perte de biodiversité, c'est aussi enfin surtout la perte de biodiversité, mais c'est aussi des insecticides autres et ce genre de choses, et ben effectivement, attribuer l'effondrement des abeilles au seul néonicotinoïde, désolé, on a du mal à le démontrer statistiquement. Mais néanmoins, le fait que la relation de cause à effet, c'est-à-dire que cette exposition des pollinisateurs à ce produit déboussole les abeilles qui ne rejoignent pas la ruche, c'est parfaitement démontré. Donc on n'attend pas, s'il vous plaît, on n'attend pas. Je n'attends pas. Ces dimensions-là, santé, mais environnement au sens large, parce que c'est l'intervention de la salle parlait de la santé, mais au-delà, c'est tous les impacts sur l'environnement qui d'abord sont en soi dramatiques, mais en plus ont un impact aussi sur notre survie en tant qu'être humain et sur notre santé à long terme, etc. Et tous ces impacts-là, en fait, pour parler d'économie, ben, si on les intégrait dans le coût des produits, ça changerait tout déjà. C'est-à-dire que c'est très clair. Si on prend par exemple la dépollution agricole de l'eau, c'est-à-dire si on prend en compte le coût dépensé pour dépolluer l'eau par rapport aux pollutions issues de l'agriculture, il y a eu une étude du Commissariat général au développement durable en 2011 qui a été réactualisée il y a quelques années, qui établit que c'est de l'ordre de 800 € par hectare dans les bassins versants. Le coût de dépollution lié à l'agriculture est de l'ordre de 800 € par hectare. Ceux qui sont en agriculture savent que si on donnait 800 € par hectare pour passer en bio, on pourrait vendre les produits bio moins cher que dans les, comment on appelle ça, discount. C'est d'ailleurs ce qui se passe avec les eaux de la ville de Paris, sur le nord du département, où la conversion en bio est très très accompagnée par des aides très satisfaisantes de la part de l'eau de Paris, des eaux de Paris. Ouais. Et globalement, il faut bien être conscient que la situation, pourquoi est-ce que c'est pas plus connu, pourquoi est-ce que ça bouge pas? Il y a différentes dimensions. D'abord, je rappelle, les acteurs de la bio ont longtemps insisté sur l'aspect environnement parce que justement, un aspect purement santé était piégeant, pouvait être dangereux aussi de parler que de la santé, parce que comme l'a rappelé Marc, il n'y avait pas énormément de travaux médiatiquement simples à expliquer, c'est statistiquement avéré, et donc il était plus pertinent de focaliser sur l'aspect biodiversité, écologie en général, où là on était absolument sûr que la bio avait un impact énorme, que de se focaliser sur la santé humaine proprement dite. Mais derrière, il faut être conscient que ce qui se passe en agriculture, c'est ce qui s'est passé avec le tabac autrefois, c'est qu'on a des acteurs économiques qui font tout pour créer le doute. C'est-à-dire que l'exemple que vient de donner Marc Dufumier est typique. Comment on joue sur les mots et comment il est très compliqué au niveau scientifique d'aller expliquer des chaînes de causalité, aller expliquer que on a pu démontrer des mécanismes par lesquels telle molécule a un effet de perturbation de la croissance des fœtus. Oui, mais on n'a pas de données statistiques. Aujourd'hui, on a une sorte d'obsession sur les statistiques. Et c'est aussi, je dirais, vous, public, enfin, c'est aussi l'ensemble des gens qui doivent faire l'effort de se déformater par rapport à ça. Une démonstration scientifique, c'est pas uniquement une mesure statistique. Il faut arrêter avec ça, quoi. Einstein, il n'a jamais fait de mesure statistique. Personne, aujourd'hui, c'est à se demander si la relativité d'Einstein serait prise au sérieux, vu la manière dont certains demandent systématiquement une étude statistique pour toute démonstration scientifique, quoi. Merci beaucoup. D'autres questions? Je vois 2 mains qui se lèvent là-bas. Sophie, bénévole Terre de Liens et animatrice de la Fresque du Sol.
J'avais une question par rapport au... On a parlé là de la gouvernance de la FNSEA, puisqu'il y a des personnes qui sont élues, et j'avais envie de parler de la démocratie locale, c'est-à-dire du rôle des élus, nos maires en particulier. Et pour celles et ceux qui seraient dans la salle au niveau des maires, qu'est-ce qu'ils auraient comme levier pour accompagner localement les différentes formes d'agriculture auxquelles ils croient et qui seront bonnes pour le développement de leur territoire, puisque je crois qu'on oublie une chose importante, c'est qu'en France, enfin Marc Fumier l'a dit un peu, on est une agriculture de territoire, on est un pays avec énormément de tourisme, et quand on veut parler de valeur économique, la France, avec ses terroirs, ses produits avec des appellations, elle est quand même patrimoine mondial de l'UNESCO pour la gastronomie. Je pense qu'il y a un levier économique et d'image qui est fondamental, et nos territoires façonnés par l'élevage notamment, ce sont des territoires qui sont beaux et qui sont bons pour le chiffre d'affaires du tourisme. Donc je voulais savoir quels étaient les commentaires des élus là-dessus pour valoriser toute la richesse de leur territoire avec les plans alimentaires territoriaux et autres mesures de protection, de captage, etc. Il va falloir revenir demain matin, parce que c'est le sujet de demain matin, ça. si quelqu'un veut réagir tout de même à cette table autour de ça, si quelqu'un a une réponse, voilà, on a un élu local qui peut prendre la parole. Bonjour, Didier Moreau, maire de Béon. Donc moi je peux donner l'exemple de Béon. Donc, le conseil municipal de Béon a pris l'initiative d'exonérer de taxes foncières les agriculteurs qui pratiqueraient l'agriculture biologique sur la commune. Ça, c'est un levier. On a une cantine scolaire. On a candidaté sur le programme qui s'appelle Village d'avenir, donc pour avoir de l'ingénierie pour créer avec une grappe de communes une cuisine centrale pour essayer justement de produire localement, enfin de fabriquer les repas des cantines localement avec des produits locaux et bio. Donc pour l'instant, on fait appel au grand produit, on ne va pas dire qui, mais à ce qui se passe partout, ou du moins le plus fréquemment. Un acteur de la restauration collective. Voilà, merci. Il se trouve qu'on a des terres communales à Béon. Au départ en retraite du fermier, eh bien, on a conventionné avec la SAFER pour pouvoir mettre en place des baux précaires, de façon à essayer d'installer des producteurs sur les terres communales, ou en tout cas en essayant de faire des échanges, sachant que c'est des procédures assez longues, mais le fait de conventionner avec la SAFER, ça vous permet de gagner du temps, parce qu'il faut savoir que les communes, on n'est pas paysans, donc on ne peut pas exploiter directement nos terres. La SAFER, juste redéfinir, la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural, qui est un organisme a priori indépendant qui s'occupe de réattribuer les terres agricoles. Et donc, on essaye, justement, dans le cadre des plans alimentaires territoriaux, d'avoir un impact pour être plus résilient. Donc, c'est ce genre d'initiatives qu'on peut mettre en avant. Voilà, je ne sais pas si je réponds un petit peu à la question. Si, ça fait partie de ça. On peut parler aussi de régies agricoles communales qui commencent à exister. Il y a beaucoup de plans. Saint-Empuisais avait un programme aussi d'accompagnement des agriculteurs. Laure Nouala, journaliste. J'avais une précision sur les cancers. L'INSERM, en 2000, il n'y a même pas 5 ans, nous disait qu'on avait 25% d'incidence de cancer en moins chez les mangeurs de bio réguliers. Donc ça, c'est une info, mais aussi parce que les mangeurs de bio mangent plus de produits frais, non transformés, équilibrés, et on peut déjà démarrer comme ça, quoi. C'est déjà une première chose. J'entends beaucoup de choses bio. Je ne sais pas où sont les noms bio. Vous êtes là, ça c'est sympa. Je vois que c'est la merde et qu'on n'a pas trop de levier au niveau de l'OMC, hein, c'est ça que j'ai entendu. Mais qu'est-ce que le marché, le libre marché, les échanges au niveau international ont prévu? Qu'est-ce que vous savez de ce qu'ils auraient prévu, puisque le monde se rétrécit et qu'on arrive dans un monde à plus 4 degrés, avec des productivités qui vont baisser, avec du confort à travailler, une pénibilité assurée, moins de rendement, d'un pays à l'autre, ça va être plus chaud ici, mieux là-bas. Donc on va devoir peut-être travailler aussi, le marché va peut-être aider à pourvoir là où il y aura des zones où ça va être vachement plus compliqué. Ma question, c'est est-ce que dans l'OMC, dans le libre-échange, il y a un endroit où on a réfléchi aux questions d'aider dans un monde
Les conditions de vie sur Terre, elles étaient stables pendant 10 000 ans. Elles basculent avec intensité, rapidité et inéluctabilité. Qu'est-ce qu'on a pour ça dans le libre-échange? Marc Dufumier, une réponse? Alors, je voudrais réagir, y compris sur la partie précédente. Mais pour votre information, il vient d'être créé une association de collectivités territoriales qu'on appelle Agri Paris Seine, auquel adhère le Sénonais. Donc ça va de Lyon jusque Le Havre, et qui essaye effectivement de mutualiser les efforts, c'est la logistique, pour favoriser la logistique, pour effectivement les plans alimentaires territoriaux, l'approvisionnement des gamins avec une alimentation saine, puisqu'on sait que l'exposition aux perturbateurs endocriniens, c'est à ces âges-là, enfin c'est in utero d'abord, et c'est à ces âges-là que ça fait le plus grand défaut. Et donc oui, je sens qu'il y a quand même des collectivités territoriales qui essaient de se mobiliser. Moi, je viens d'en accepter la présidence de cette association, mais c'est bien les élus qui vont essayer d'organiser ça et de mutualiser. La logistique joue un rôle très prépondérant. Alimenter les gamins, mais voilà, brutalement, c'est les vacances, et du coup, on a produit des légumes, mais il n'y a pas les gamins pour les manger parce qu'ils sont en vacances. Donc, je sais que ça pose d'énormes problèmes d'organisation, et plus on essaye de mutualiser l'effort, plus on a des chances de réussir. On va voir, ça vient juste d'être créé. Et puis, à la deuxième question, alors attention, c'est une opinion personnelle que je vais vous donner, mais je crois effectivement, alors d'abord, non, rien n'est fait, c'est-à-dire que les échanges agricoles sont négociés plutôt à l'OMC, et l'environnement et les dégâts climatiques, c'est les COP 21, 22, 23, 28. Et ces négociations sont séparées. Mais je pense qu'il y a une fenêtre de tir peu commune avec la guerre en Ukraine. Le fait qu'on découvre, par exemple en France, qu'il y a une dépendance énorme à l'égard des engrais azotés de synthèse fabriqués avec du gaz naturel russe et engrais de synthèse très émetteurs de protoxyde d'azote, 300 fois plus réchauffant que le gaz carbonique. Qu'il y a une énorme dépendance à l'égard des importations de graines et tourteaux de soja en provenance des Amériques. Et sachez que quand vous êtes au Brésil et que je dis qu'il faudrait quand même que l'Europe mette des droits de douane à l'importation de votre soja, se protège avec le droit des droits de douane, puisse retrouver sa souveraineté protéinique. Pourquoi en France, sur le territoire français, on n'alimenterait pas des animaux français avec des légumineuses françaises, des humains français avec des légumineuses françaises qui interceptaient l'azote de l'air français? Voilà, plus franchouillard que Zemmour, vous pouvez me citer. Mais, sauf que, justement, quand on est au Brésil, les gens à qui je dis ça, me disent, vous savez, monsieur Dufumier, on n'est pas fiers, nous, Brésiliens, de produire du soja pour nourrir vos cochons. Nous, nos Brésiliens qui désherbaient, qui ont été remplacés par le désherbant, aujourd'hui se retrouvent au chômage dans le bidonville, et ils ne peuvent même pas, avec leur pouvoir d'achat, acheter un soja qui est vendu en France parce que nos cochons sont plus riches. Enfin, nos usines d'aliments du bétail sont plus solvables que des Brésiliens au chômage. Il paraît que c'est comme ça. Mais c'est bien la même chose dont je parle. Donc il faut arrêter ça. Je pense qu'aujourd'hui, avec les mouvements migratoires auxquels tout le monde s'interroge, pourquoi faut-il absolument que les Haïtiens aillent aux États-Unis? Pourquoi faut-il que les Sénégalais essayent de traverser le désert libyen? Pour qu'il y ait une rémunération juste des agriculteurs en France et au Sénégal, au Mali, au Niger et ailleurs. Pour que les Brésiliens puissent manger leur soja, pour dénoncer les accords commerciaux, y compris celui de Blair House, celui qui est à l'origine là, qui nous interdit de les dénoncer. Ce n'est pas seulement ne pas ratifier le Mercosur, c'est dénoncer un certain nombre d'accords commerciaux. Il y aurait un procès à l'organisme des règlements des différends. Ça, on n'y échappe pas. On a signé, on a ratifié. Ça mérite un procès. Mais vous savez que les procès dans ces institutions-là, ce n'est pas un vrai procès. C'est du marchandage pour aboutir à un nouvel accord. Il n'y a de sanctions que si on ne parvient pas à un nouvel accord. Et ça demande 2-3 ans. C'est un peu la jurisprudence nord-américaine, ce genre de choses. Eh bien, sachez qu'au nom de la COP 21, et là ça nous ramène à ce que vous dites, au nom de la COP 21, ratifiée par 196 pays, dans le droit international, peut-être qu'il y a des juristes parmi vous, et vous me confirmez ça, mais moi, alors tous les juristes me confirment, eh bien nous aurions toutes les chances de gagner. Nous aurons toutes les chances de gagner, de dire on retrouve notre souveraineté protéinique, c'est pas du franchouillardisme, c'est solidaire avec les Brésiliens, on émet moins de protoxyde d'azote, on cesse la déforestation au Brésil pour ravitailler nos cochons avec nos sojas, on cesse les émissions de protoxyde d'azote, on cesse nos consommations d'engrais azotés de synthèse coûteux en énergie fossile russe, voilà, je dis russe. Donc vous voyez qu'il y a une fenêtre de tir peu commune. Si l'Union européenne, parce que je crois qu'effectivement seule l'Union européenne à 27 pourrait dénoncer ça, on autorise les pays du Sud à ne pas dépendre de nos excédents de céréales, de pouvoir produire du mil et du sorgho. On autorise les Brésiliens à manger leur soja et on cessera de leur manger. Et nous, les terres de céréales excédentaires, on les libère et on va produire ça peut être du soja, ça peut être de la févrole, ça peut être des choses, mais ça peut être de la luzerne, du trèfle, du sainfoin, des lotiers. Ah tiens, c'est favorable à l'environnement. Merci beaucoup. Henri Ragon, vous aviez envie de réagir aussi.
Je voulais quand même faire une petite précision, parce qu'en fin de compte, je suis certainement le seul agriculteur conventionnel ici, et il ne faudrait quand même pas opposer les choses. Et les choses ne sont pas figées. C'est-à-dire que j'ai des agriculteurs bio à côté de moi, je suis en conventionnel, et pour autant, en conventionnel, les choses ne sont pas figées. C'est-à-dire que je me suis installé en 98, par rapport à ma façon de faire en 98 et celle d'aujourd'hui en 2023, c'est absolument plus la même. D'ailleurs, il y a mon propre savoir, il y a aussi le savoir des scientifiques. Je pourrais prendre des exemples, et aussi on va des fois plus vite que ce que les choses nous imposent. Je vais prendre un exemple. Une vache laitière, elle produit elle produit du lait pendant 1 an, elle a une gestation de 9 mois, elle a une période de tarissement sur lequel avant, systématiquement, on mettait un antibiotique intramammaire. Ça, je n'ai pas attendu qu'on me l'impose, parce que bientôt on va nous l'imposer, je ne mets plus d'antibiotiques. Aujourd'hui, sur mon exploitation, je suis à moins d'un traitement, je suis à 0,35 traitements, ce qu'on appelle allopathique, par vache laitière. Pour autant, je suis pas en bio. Voilà, je veux dire, il ne faut pas opposer non plus les choses. Et par exemple, vous parliez tout à l'heure de tout ce qui est Brésil, soja et tout. Par exemple, l'intérêt de la démarche aussi du consommateur, ça allait fixer justement ces cahiers des charges. Et dès l'instant où on dit qu'on va alimenter les animaux sans OGM, là on a fait un grand pas. Parce qu'on se ferme justement toute l'apport de tout ce qui est soja brésilien et autres. Donc moi, dans un premier temps, ça a été les colzas. Maintenant, progressivement, ça va être de plus en plus de la protéine locale, à savoir ou des colzas ou des trèfles. Voilà, donc c'était juste une précision que je tenais à faire. Et j'étais bien content de venir échanger avec vous. Voilà, je vous remercie. C'est un très bon apport. Merci. Jacques Aplat voulait aussi réagir. Oui, voilà. Ça tombe bien par rapport à ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire que, attention, enfin, ce dont il faut de toute façon être conscient, c'est que les agriculteurs, ils produisent dans un cadre qui leur est donné. Et donc, évidemment, je pense qu'aucun d'entre nous ne va critiquer un agriculteur pour faire ce qu'il peut dans le cadre qui lui est donné. Et bravo à vous qui faites un effort au-delà de ce qui est imposé, etc. Mais vous êtes, comme tous les agriculteurs, et les bio y compris, contraints par le cadre politique qui s'impose et qui crée des conditions de rentabilité, qui permet de dégager un revenu, qui crée les conditions dans lesquelles vous pouvez dégager un revenu. Et ce cadre politique, et c'est pour répondre à la question qui a été posée et pour renforcer aller un peu plus loin que ce que disait Marc Dufumier, à quoi je souscris totalement, c'est que ce cadre politique aujourd'hui, il faut être conscient qu'il est profondément idéologique. La question, est-ce que l'OMC, est-ce que les règles du libre-échange prévoient de s'adapter au dérèglement climatique? En fait, d'un point de vue technique, la réponse est non. Elle ne prévoit pas parce que idéologiquement, ça n'existe pas. Dans la logique de l'OMC, dans la logique des règles internationales de libre-échange, la rentabilité se construit sur des modèles théoriques complètement hors sol, où l'agronomie doit se plier à l'économie. Et donc, tout ce qui relève de l'environnement, tous les efforts que peuvent faire des agriculteurs, bio ou pas bio, par ailleurs, sont des efforts malgré un cadre qui leur dit, de toute façon, c'est pas le sujet. Donc bravo à ceux qui font des efforts, je leur tire doublement mon chapeau, mais on ne peut pas se contenter de ça. Et tout le problème aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut arriver à dire que la production agricole, dans le contexte du dérèglement climatique, ne peut plus être la même. Parce que, surtout, ce qui est important à comprendre, c'est que ce cadre néolibéral, il a fondamentalement construit un modèle agronomique, un modèle agricole qui domine totalement le monde aujourd'hui, qui est parti de l'Europe. L'Europe où on avait un climat tempéré et où on pouvait, sur des schémas mathématiques de sélection des plantes, créer des plantes, ou d'ailleurs des races animales aussi, parce qu'on a séparé les races laitières et viandes, alors qu'à l'origine c'était des races mixtes. On a fait de la sélection sur des modèles mathématiques permettant d'avoir des super rendements. Et ces super rendements, ils ne sont possibles que si on arrive à reproduire dans les champs, dans les fermes, les conditions théoriques idéales, entre guillemets, de la sélection. Et ça, dans un milieu tempéré, régulé, on y arrive, à coup d'irrigation, d'engrais, de pesticides, d'antibiotiques, etc. Et ce qui se passait déjà dans le reste du monde, c'est que ce modèle-là, il n'a jamais très bien marché. Ça fait 15 ans, 20 ans qu'il a été démontré qu'en dehors de l'Europe, la bio est plus performante que le conventionnel, parce que dans les milieux non tempérés, ce modèle ne peut pas atteindre ses performances théoriques, parce que la réalité ne le permet pas, parce qu'il est impossible d'obtenir la régularité des conditions de production qui sont nécessaires. Et ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec le dérèglement climatique, c'est que même en Europe, on ne peut plus reproduire cette régularité des conditions de production. Et donc aujourd'hui, on a le couteau sous la gorge. Alors il y a deux solutions.
ou bien effectivement la solution que propose Marc, et j'espère qu'on pourra la mettre en œuvre. On a des outils, on arrive à utiliser des outils pour imposer une prise de conscience, ou à défaut de prise de conscience, imposer un règlement juridique, pourquoi pas, c'est une super idée. Ou bien on reste enfermé dans le dogme qui domine aujourd'hui, et dans ce cas-là, ben, je suis désolé, mais il y aura une famine dans 20 ans, mais pas une famine liée à la bio, une famine liée aux pesticides, à l'irrigation et à l'agriculture conventionnelle. Bon, alors je vous remercie, j'ai le micro, j'en profite. Jean-François Gros, paysan retraité. Voilà, j'étais en conventionnel et je me suis converti au bio il y a une petite vingtaine d'années, une quinzaine d'années. Je me suis aperçu, donc j'ai réfléchi et je me suis converti en bio. Bon, tous les discours que j'ai entendus, ça m'a évoqué beaucoup de commentaires, mais je vais être assez bref, je ne vais pas répondre à tout. Monsieur Dufumier, là, vous avez dit il n'est pas prouvé que certains produits de traitement, il n'y a pas de statistiques pour expliquer que les produits de traitement sont nocifs, il n'y a pas de statistiques. Mais il y a une présomption. Alors quand vous... Non, mais c'est pas pour vous critiquer, c'est pour vous faire comprendre. Quand on lit les étiquettes des produits de traitement, on voit marqué « dangereux pour les femmes enceintes »,« se laver les mains après l'emploi »,« rincez-vous les yeux si vous avez des projections dans les yeux ». Ça s'appelle, si on impose aux fabricants de mettre ces notifications sur le bidon, c'est quand même que ça doit pas être très bon quand même pour la santé. J'insiste pas là-dessus parce que sur la régulation des marchés, on a entendu parler beaucoup de régulation des marchés, je vous rejoins tout à fait. Il y avait, pendant une époque, il y avait les quotas laitiers. Il y a des gens ici qui se sont battus pour supprimer les quotas. Hein, moi, je n'ai pas été dans la rue, mais je voyais des collègues dans la rue qui se battaient pour supprimer les quotas. Un syndicat qui voulait supprimer les quotas. On a vu ce que ça a donné. Nous, à la Confédération paysanne, on était contre. On voulait les maintenir. Bon, il y a aussi, pour la régulation, c'est pour prendre pour la régulation. On avait des quotas de betteraves. J'en ai eu, j'en ai profité. Tout le monde ne pouvait pas en faire, mais on avait le droit d'en faire. On avait un prix rémunérateur, c'était intéressant. On a supprimé les quotas de betteraves. D'autres exemples, il y en a d'autres. Par exemple, le comté. Tout le monde ne peut pas faire du comté, mais ceux qui font du fromage avec du lait de comté, ils s'en tirent. Voilà. Je veux pas... Pour là-dessus, j'ai fini. Maintenant, pour faire changer la politique agricole, on pourrait aussi prôner la redistribution des aides PAC. Vous en avez parlé un petit peu. Mais au lieu de mettre les aides à l'hectare, on pourrait aussi mettre un petit peu des aides à l'humain ou faire des plafonnements. Et il y a un syndicat qui défend ce principe, c'est la Confédération paysanne, qui, nous, on a toujours prôné ça, si vous voulez. Et pour faire changer, vous parliez, c'est difficile, il y a quelqu'un ou une dame qui a dit que c'est difficile à faire changer. Ben, il y a des élections à la Chambre d'agriculture d'ici peu, donc ceux qui veulent voter pour le changement, peut-être, on ne fera pas tout, mais il y a peut-être un espoir. Voilà. Merci. Et dernier lieu... Pour la dernière question, je fais assez rapide sur chaque sujet parce que j'en aurais beaucoup à dire. À propos de la bio, on nous a supprimé l'aide au maintien. Mais moi, j'étais fier de toucher, quand j'étais paysan, encore la dernière année, il y a 5 ans, j'étais fier de toucher l'aide au maintien parce que j'estimais que c'est un service que je rends à la société de produire propre, de préserver la santé de mes descendants, de mes enfants, de mes petits-enfants, de préserver l'eau, et de ne pas obliger à construire des usines de dénitrification ou quelque chose comme ça. Quand on sait que, par exemple, dans notre département, il y a déjà 13 communes qui ne peuvent plus avoir de l'eau potable à leur robinet, eh ben, je pense qu'il faut qu'on y réfléchisse sérieusement. Bon, j'ai encore beaucoup de choses, mais puisque je ne veux pas monopoliser, merci de m'avoir écouté. Merci. Henri, tu n'es pas tout seul dans la salle comme agriculteur conventionnel. Damien Briotel, moi je suis agriculteur à Saint-Julien, ici à côté, voilà, en conventionnel, et président de la FDSEA de Lyon, et également administrateur à la FOP. Alors j'étais un peu surpris. La FOP, pardon, oui, Damien. Pardon, alors la Fédération des oléoprotéagineux, voilà, donc des huiles et des protéines. Et voilà, tout ce que j'ai entendu concernant Arnaud Rousseau, président de la FNSEA, je trouve dommage qu'on focalise les sujets là-dessus. Il est président de la FNSEA que depuis 1 an. Avant, c'était Christiane Lambert et je n'ai pas entendu autant de critiques. Voilà, il est effectivement président du groupe Avril. Et comme je suis administrateur à la FOP, c'est l'association des producteurs d'oléagineux qui ont monté le groupe Avril.
c'est un groupe qui a fabriqué des usines pour pouvoir valoriser nos débouchés, trouver des débouchés, valoriser nos productions de colza, de tournesol. Et ça a permis de rémunérer les producteurs. Tout ça localement, avec l'usine qui a été construite au Mériot dans l'Aube, par exemple, mais un peu partout en France. Et ce groupe appartient donc aux paysans. Ce groupe ne rémunère aucun actionnaire. Donc quand j'entends parler de multinationales, etc., voilà, il y a une très grande méconnaissance et très grande désinformation sur ce système. Nous, on considère que c'est un modèle économique. Ça a été fait par les paysans, pour les paysans. Et effectivement, Arnaud Rousseau en est le président. Pour revenir sur votre intervention, Marc, concernant les protéines et le soja brésilien. Sur les protéines, la Fédération des oléoprotéagineux, on voudrait bien aussi pouvoir développer ces cultures-là chez nous. On en a complètement conscience qu'on a besoin d'étendre nos rotations, donc d'avoir le maximum de cultures sur nos fermes, parce que ça apporte beaucoup d'intérêt agronomique. Voilà, quand on a trop peu de cultures, en fait, on utilise toujours les mêmes produits phytosanitaires, on sélectionne les ravageurs et finalement le système s'emballe et ça va pas bien. Avec des nouvelles cultures, avec d'autres choses, ça améliore le système. C'est ce qui se passe en bio, on essaye d'avoir le maximum de cultures et c'est ce qui permet d'éviter d'avoir des problèmes de ravageurs qui se développent. La difficulté, c'est qu'on subit le changement climatique, vous l'avez évoqué aussi, et ces cultures-là, les pois, les sojas, les lentilles, etc., les févroles, aujourd'hui, on a beaucoup de mal à obtenir des rendements et on a beaucoup de mal à dégager du revenu avec ces cultures-là. Donc on a besoin de développer voilà, un plan protéines qui soit plus efficace que tout ce qu'on a pu faire depuis, parce que des plans protéines, je ne sais pas, on est peut-être au 5e, mais sans avoir une véritable ambition de relocaliser les protéines chez nous. Il y a effectivement les légumineuses fourragères, vous en avez parlé aussi, luzerne, lotier, etc. Par contre, les légumineuses fourragères, pour les valoriser, il faut aussi de l'élevage. Sujet qu'on abordera peut-être à un autre moment. Juste pour préciser, alors, tout à fait. Sur tous les sujets purement techniques par rapport à l'agroécologie ou aux problématiques agronomiques, ce sera vraiment la table ronde d'après où on va l'évoquer. Voilà, je précise. Voilà, je veux pas être plus long, mais voilà, concernant la FNSEA, si c'est pour faire un procès ici de la FNSEA ou des pesticides, moi je préférerais qu'on parle plutôt de l'avenir, de comment on peut améliorer l'agriculture. Je fais de l'agriculture de conservation des sols, on essaye de faire du mieux possible. Henri l'a bien expliqué, on n'attend pas forcément les réglementations pour améliorer les pratiques chez nous. Voilà, maintenant peut-être que ça va pas assez vite. La problématique, vous l'avez vu là, avec tous les blocages qu'on a fait, c'est essentiellement aussi une problématique de revenus. Quand on gagne bien sa vie, on peut faire des efforts peut-être supplémentaires, se dire bon, peut-être qu'il y a un certain nombre de mesures qui vont me pénaliser en termes de rendement ou autre, ou si je veux faire une part plus importante à la biodiversité, forcément, si je produis un peu moins, ça va pénaliser mon revenu. Mais si je gagne suffisamment bien ma vie, je peux prendre un peu plus en compte ce genre de choses. Par contre, aujourd'hui, on n'y arrive plus. Et c'est ça la difficulté. Ça a été très exprimé ce matin, avec une adhésion globale, aussi bien de la salle que de la scène, autour de ce sujet. Rémunérer les services agroécologiques des paysans. Là, je maintiens la remarque que j'ai faite sur le fait que quelqu'un qui est président du syndicat, qui obtient des financements, qui va bénéficier à son activité, ça pose un vrai problème moral, éthique, déontologique. Je le maintiens et je ne suis pas le premier à le dire et je ne suis pas le seul. Je rappelle simplement que dans les grosses coopératives agricoles françaises, que vous appeliez les actionnaires coopérateurs, ne change rien au fait qu'aujourd'hui ce sont devenus des actionnaires. Et je conteste formellement la façon de vous essayer de faire passer des structures qui ne sont plus des coopératives dans l'esprit d'il y a un siècle et demi pour des coopératives dans le style de la COSEBI. Il n'y a aucun rapport entre Avril et la COSEBI, aucun. Oui, peut-être un peu en réponse à votre commentaire sur les protéines. Il est clair que la France est déficitaire pour les 2/3 en protéines végétales, pour l'alimentation humaine et animale. L'Europe des 27 est déficitaire pour quasiment les 3/4. Et évidemment, on découvre aujourd'hui que c'est extrêmement grave
parce qu'effectivement, l'absence de légumineuses dans nos rotations, dans nos assolements, c'est l'emploi d'engrais azotés de synthèse, produits avec du gaz naturel russe. Donc effectivement, aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, on découvre cette dépendance à l'égard des énergies fossiles. Alors effectivement, Christian Lambert me disait, quand je disais qu'il faudrait remettre des protéines, retrouver une souveraineté protéinique avec des légumineuses santo-fourragères, et vous avez totalement raison, hein, ça présuppose qu'on remette de l'élevage. Et je pense que l'agriculture moderne de demain, on en discutera tout à l'heure, c'est effectivement l'association agriculture-élevage, on n'y échappera pas. Mais on me disait, mais oui, mais le tourteau, effectivement, du colza, pour lequel on fait un agrodiesel, il est riche en protéines. Oui, mais cet azote qu'on trouve dans le tourteau de colza fabriqué à partir de résidus d'agrodiesel, je suis désolé, cet azote, c'est bien de l'azote d'un engrais azoté de synthèse qui a été coûteux en énergie fossile et très émetteur de protoxyde d'azote. Donc ne l'oublions pas. On dit qu'il fallait taxer. Moi, je suis pour qu'on taxe les externalités négatives et qu'on rémunère les externalités positives. Donc effectivement, quelqu'un qui fertilise un sol par la voie biologique, je pense, mériterait d'être rémunéré pour ce faire. Moins, effectivement, d'engrais azotés de synthèse, moins d'émissions de protoxyde d'azote. Et si, par exemple, on taxait les engrais azotés de synthèse, je disais ça ce matin, malus, et tout de suite après, on rémunère le même agriculteur pour rémunérer des légumineuses dont vous dites à juste titre, surtout que l'INRA avait abandonné ça, hein, avec les accords de Blair House, on a abandonné toute recherche agronomique sur les protéines en question, vous avez totalement raison, donc on ne peut pas être compétitif avec du soja. Il nous faut absolument nous protéger de ces importations de soja, ça ne fait pas de tort aux Brésiliens ce que je disais, hein. Et puis effectivement on va rémunérer les agriculteurs qui sèment des légumineuses avec une taxe qui fixe sur les engrais azotés de synthèse, et avec des rapports de prix, donc je reviens à une politique des prix, ça nous ramène à notre chaîne de marché, eh bien les engrais azotés de synthèse sont plus chers, la fertilisation chimique est plus chère, la fertilisation biologique devient rentable, et bien, le choix des agriculteurs, ça ne tarderait pas, pratiquerait quelque chose qui ne serait peut-être pas complètement l'agriculture biologique, mais qui serait dans cette voie-là. Et ce serait bon pour notre environnement. Et ça répondrait aux questions climatiques trop faire. Alors c'est vrai que moi je pense qu'on a beaucoup trop présenté l'écologie aux agriculteurs comme une contrainte, hein, donc écologie punitive, non, voilà, des contraintes, des normes, etc. Alors que très bien, l'agroécologie, service environnemental, on rémunérait, alors attention dans le jargon des scientifiques, service agroécologique, c'est le service de l'abeille, service environnemental d'intérêt général, c'est le travail humain. Et donc vous avez éclairé très clairement, hein, pour les revenus, ben c'est clair, hein, aujourd'hui désormais, c'est le travail qui doit être rémunéré et non pas des subventions à l'hectare. Et puis les agriculteurs méritent d'être autre chose que des gens subventionnés. Ah, vous avez besoin d'aide et on va vous les conditionner avec des normes ceci, avec des normes cela. Par contre, un contrat, vous nous séquestrez du carbone dans les sols, vous nous mettez des légumineuses, vous nous émettez infrastructure écologique, dites-moi à quel coût, à quel prix ça vous revient. Eh bien, écoutez, moi je vous paye et vous serez fiers, droit dans votre botte, de nous rendre un service d'intérêt général. Moi, si je crois que c'est ça, le devenir de la paysannerie dans l'avenir. Damien, vous avez le nouveau programme de la FNSEA, il n'y a plus qu'à le porter. je voudrais donner la parole pour clore, parce qu'on a vraiment beaucoup de retard. Je voudrais redonner la parole à Henri qui a envie d'exprimer quelque chose. Oui, il y aura encore beaucoup de choses à dire, mais du coup, finalement, au fur et à mesure que M. Dufumier parle, j'ai envie de réagir à chaque fois. Donc je vais réagir juste sur la dernière chose. En fin de compte, nous, même en dehors de C'est qui le patron, on a construit d'autres contrats avec des distributeurs, et à chaque fois, c'était de dire effectivement, vous voulez ça, ok, il n'y a pas de souci, mais on vous dit combien ça vaut. Sans OGM, voilà, ça vaut. Là, par exemple, sur C'est qui le patron, on travaille sur de la protéine 100% française. Ok, il n'y a pas de souci. Maintenant, ça vaut tant, et par contre, pour l'instant, on n'est pas sûr qu'on y arrivera, parce qu'on n'aura pas forcément les disponibilités. Alors peut-être qu'après, il faut se rejoindre les énergies, c'est-à-dire qu'on a des céréaliers peut-être qui pourraient refaire de la luzerne, comme on en a eu à une époque, avec des usines de déshydratation plutôt que d'importer du soja. Peut-être qu'il faut réinventer un monde qu'on a enterré, enfin voilà, entre autres. Je peux rajouter un dernier mot, c'est sur la question de la rémunération dont parlait très bien Marc Dufumier, c'est que là je vais prendre ma casquette d'anthropologue pour comme ça apporter un élément un peu atypique, c'est que les services rendus par les agriculteurs à l'ensemble de la société, ils n'étaient pas rémunérés forcément en argent autrefois. Quand on avait des sociétés de proximité, les services d'entretien d'un paysage, d'entretien des ressources, etc., c'était des services qui étaient non marchands, qui étaient compensés par d'autres services rendus aux agriculteurs par les voisins, qui pouvaient donner des coups de main, etc. Et donc c'était tout un ensemble d'interactions sociales qui n'étaient pas forcément monétaires. Mais dans la société dans laquelle on est aujourd'hui, que ces services passent par la rémunération, c'est la seule solution.
Et ce n'est pas du tout un problème. À une époque, les agriculteurs disaient on ne veut pas être payé pour autre chose que produire des aliments. Mais enfin, l'agriculture a toujours fait autre chose que produire des aliments. L'agriculture a toujours produit aussi de l'énergie pour les animaux de trait. L'agriculture a toujours aussi produit des paysages. L'agriculture a toujours aussi produit beaucoup d'autres choses. Et simplement, aujourd'hui, il faut trouver la manière de les rémunérer. Alors, c'est un des aspects du débat qu'on a eu aujourd'hui, mais c'est effectivement très pertinent de dire valorisons le travail réalisé par les paysans. Merci beaucoup. Guillaume Conseil. Oui, c'est un sujet du coup qui est difficile dans Lyon et j'imagine dans tous les départements, ce sujet d'opposition entre les agricultures. Et on voit que ça tourne beaucoup autour de la rémunération en fait des agriculteurs, parce que aujourd'hui en fait, de toute façon, tous les agriculteurs conventionnels ne peuvent pas se convertir au bio aujourd'hui, puisque le vrai sujet, il est d'avoir accompagné politiquement la consommation bio. Moi, je pense que là où donc je reproche jamais à un agriculteur de ne pas être en bio. Je pense que c'est pas la droit. Par contre, aujourd'hui, je pense que les organisations professionnelles, les pouvoirs publics, c'est là qu'ils sont en défaut, parce qu'ils doivent aujourd'hui faire comprendre que le changement, en fait, on peut plus l'accompagner sur 50 ans. On doit faire des changements radicaux dès maintenant, et ils doivent mettre des moyens dès maintenant. Et quand on voit qu'ils lâchent sur le plan éco-phyto, qu'ils lâchent sur énormément de choses parce qu'ils sont contraints, parce qu'ils n'ont pas le courage politique d'accompagner le changement de l'agriculture et le changement de la consommation en France, le problème il est là, pour faire vivre les agriculteurs comme il faut, pour faire manger les consommateurs comme il faut. Donc effectivement, on n'est pas là pour taper sur les agriculteurs conventionnels. Par contre, les politiques, eux, il faut les mettre devant leur responsabilité qu'on doit changer d'ici demain, 5 ans, et pour que tout le monde trouve sa place, quoi. Merci. Christelle, un dernier mot? Non, pas plus. Je ne veux pas que ce soit une pression. Non, c'est vrai que c'est un sujet compliqué. Il ne faut pas opposer les agricultures. Par contre, oui, je pense que l'État, effectivement, doit aider à la transition et aider les agriculteurs, tous les agriculteurs, à notre autonomie alimentaire locale. Je pense qu'effectivement, on aura des problèmes alimentaires, c'est clair, rapidement. Donc, je pense qu'il faut relocaliser notre alimentation, relocaliser notre énergie et relocaliser notre santé aussi. Enfin, voilà, c'est ce qui a été dit tout à l'heure. Et on ne peut quand même pas, je veux dire, même si on n'oppose pas les agricultures, je suis désolée, je suis désolée quand même, moi, enfin, tous les producteurs sont des producteurs d'eau, et quand une goutte d'eau tombe sur un sol, il récupère ce qu'il a dans le sol. Et je suis désolée, en bio, l'eau qui se retrouve au robinet, elle n'a pas eu les mêmes choses que quand il y a eu des pesticides dans le sol. Enfin, je suis désolée, ça. Alors maintenant, comment on fait ensemble? Et je pense qu'effectivement, il ne faut pas qu'on s'oppose, faut qu'on arrête de se tirer dessus, mais comment on fait ensemble pour le vivant, quoi. Je veux dire, l'artificialisation des sols, c'est pas juste le béton, ça commence à une terre qui n'a plus de vie. Plus de vie, pourquoi? Parce qu'elle est quand même pleine de produits. Enfin, je suis désolée, j'aimerais bien qu'on en parle, mais voilà. Bon, merci beaucoup, merci à tous, merci de votre patience et merci à ceux d'après qui vont commencer vachement en retard. Merci à tous les intervenants, merci Jacques.